Bienvenue pour cet épisode d'Entre nous. Alors aujourd'hui, on a comme d'habitude Basile avec moi. Bonjour tout le monde. Mais on a une invitée un peu spéciale, Céline Tran. Un peu seulement. Oui, un peu spéciale. Spécial, mais pas trop. Un peu bizarre, Un peu un peu bizarre. spécial comment. Bienvenue à toi, Céline. Bienvenue. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Céline, peut-être tu peux commencer par te présenter, puis on va... Comment ça, on ne me connaît pas? Vous m'insultez. Céline Tran, c'est un nom terriblement commun. Mais c'est mon nom, mais que je n'ai pas toujours porté publiquement. Il fut un temps où je m'appelais Katsuni, autant le dire tout de suite, comme ça sera fait. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai repris mon vrai nom. Et aujourd'hui, eh bien, je suis pas mal de choses, mais on va dire que ma profession principale, c'est d'accompagner. Je suis coach. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas, qui travaillent autour de leur rapport au corps, qui sont dans des changements de vie. Des dirigeants aussi, et comme je travaille avec le corps, je pratique le massage, j'enseigne le yoga, voilà. Je suis également formatrice en hypnose. Quoi d'autre? J'écris aussi, c'est pour ça que je t'ai apporté mes bouquins. D'ailleurs, j'ai eu plein de petits cadeaux. Voilà. En plus, moi, j'adore les livres. Tiens, raconte-nous. Donc, t'as sorti ce livre qui a un titre... Alors, ne dis pas que tu aimes ça. C'est un livre témoignage où je raconte mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a tout, il y a une partie de l'enfance, de l'adolescence, évidemment la case X, puisque ça a été mon métier pendant une dizaine d'années en tant qu'actrice. Et puis surtout, le plus important, à mon sens, l'après. Parce que c'est ça, en fait, qui fait que les gens, d'ailleurs, viennent me voir en tant que coach. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a construit sa vie autour de quelque chose et que on décide de se réinventer d'une certaine manière. Donc voilà, il y a ce livre-là que j'ai complété, qui est sorti chez Fayard, et la version poche a été vraiment largement augmentée, que je recommande. Et puis j'ai aussi Katsuni sort l'écro. J'ai eu le plaisir de co-scénariser. Alors ça, j'étais encore actrice quand je l'ai co-scénarisé. Le personnage est inspiré de mes traits, et on s'est amusé à créer un personnage autour du thème du vampirisme, où je fais un parallèle entre la figure de l'actrice porno et le vampire. Donc là, on est dans un récit horrifique, fantastique, gore à l'américaine, dans les codes du cinéma de Tarantino, Robert Rodriguez. Il y a eu 2 tomes, et puis ma dernière BD, plus récente, est parue aux éditions Glénat, pour adultes, avec pas mal de pages de texte, où là, on est sur la thématique du couple. Il est magnifique. D'une grâce. Très, on est dans un registre plus grâce, poétique. mais en fait, c'est d'une grâce. Mais ça pourrait être aussi le titre. D'accord. et alors, on a le droit de se réinventer quand on a été actrice porno? On a tous les droits. Qu'on ait été actrice porno ou non. L'autorisation, c'est à soi de se la donner. Si on attend que les autres nous la donnent, je crois qu'on est mal barré. Moi, j'ai souvent eu des messages, des commentaires qui me disaient reste à ta place, pour qui tu te prends, allez, retourne sur les plateaux de tournage. Et j'ai toujours trouvé ça assez fabuleux, les gens qui nous dictent quoi faire. Alors parfois, j'ai eu cette curiosité de leur dire ok, super, explique-moi comment on fait. Merci pour ta contribution. J'attendais que tu me guides. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et souvent derrière. Alors, comment ils répondent après? Alors, il y a de la sidération, bien souvent, parfois des excuses. Et puis, bon, il y en a qui persistent, bien sûr. Mais tout ça, c'est du bruit. De toute manière, quels que soient mes choix, j'ai toujours eu face à moi des gens qui me disaient que j'avais tort, que je me plantais, Bon, il y aura toujours des gens pour dire quoi faire et comment. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct. J'appelle ça la stratégie de l'instinct, d'ailleurs. Et ça ne m'a pas empêché de faire de belles erreurs. Mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Et donc, pour moi, ma vie, elle a vraiment commencé justement après le porno. Ma vie de femme, mais aussi ma vie en tant qu'être humain, en fait. Donc, le porno, pour moi, a été un échauffement. J'aime bien le présenter comme un échauffement. Bon, ça a duré longtemps, quand même.
C'est combien de temps? 10 ans. 13 ans. 13 13 ans de carrière. Et avant ça, j'ai aussi un peu bossé dans le milieu de la nuit. Et c'était un bon échauffement. J'aime bien comparer ça à de l'engrais aussi, parce que je pense qu'une expérience, ça peut être de l'engrais pour faire pousser de belles choses. Et aujourd'hui, cette expérience, elle me permet d'être plus en lien avec des personnes. Bah justement, il y a des travailleurs, des travailleuses du sexe qui me contactent pour être accompagnés, ou des personnes qui sont dans des souffrances dans leur rapport, dans leur sexualité, mais pas que. Et cette expérience, elle a sa valeur par rapport à tout ça. Donc 4 beaux ouvrages. Est-ce qu'il y en a un 5e peut-être Bien sûr. En préparation? Oui, il y en a un. D'ailleurs, je suis en retard, comme toujours, qui est une collaboration avec le psychiatre Jérôme Palozzolo et qui est un livre de développement personnel, un guide pratique autour de la thématique de la performance. Qui va beaucoup plaire à Basile. Ah ouais? Performance. T'es un peu dans la performance, toi. Ah bon? Genre. Monsieur va courir un nombre de pas supérieur toutes les semaines. Ah oui, je suis dans l'obsession de... Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, je suis pas dans la performance. Je suis allergique à la... Non, mais ça, c'est beaucoup. Je suis allergique à la stagnation des acquis. Enfin, c'est pas vraiment ça. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie que tu sais pas d'optimiser? Que j'essaie pas d'optimiser? Ouais. Est-ce qu'il y a un jour, tu fais un truc et tu te dis, je le fais bien ou pas bien, peu importe, mais bon, c'est comme ça. Parce que moi, à chaque fois que je te vois faire un truc, la première question que tu te poses, c'est comment je peux le faire mieux. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il t'arrive d'être satisfait? Non, jamais. Ouais, Strictement jamais de rien. Mais c'est pas... Pour moi, c'est loin d'être problématique en soi. C'est comme ça que moi, je suis tracté. Mais c'est plus, en fait... en fait, il dit ça parce qu'on a pratiqué des marches extrêmes un petit peu en termes de volume de pas à Dubaï. C'était une de nos occupations favorites. Attends. Moi, j'ai rien suivi du tout. Okay. Basile, dis là à Céline combien de pas t'as marché dans ta marche la plus longue là. À Dubaï? Ouais. 100 000. Pas. Mais des petits pas ou des pas de géants? Non, des pas normaux. Tu sais, quand on en fait, prend ça un 2-3 change soleils, il y a plusieurs types de pas. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, lui, il fait des vrais pas. Des pas de géants. Ouais, non, des pas normaux, Et t'es parti dans quel pays, du coup? Basile Verne, c'est le Forrest Gump moderne. Oui, c'est ça, parce que je marche. Je cours pas. Alors, en même temps, pour citer Bruce Lee disait sois heureux, mais jamais satisfait. Voilà, je vous laisse avec ça. Moi, bonne journée. Ça me résume bien, ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, je pense que l'arnaque, c'est de penser qu'il y a un lien entre les deux, tu vois. Ah, ça, c'est vrai. Parce que, c'est profond, monsieur Verne. Oui, quand tu marches 100 000 pas, tu creuses de toute façon. Mais en fait, le truc, c'est que dès que quelque chose est mesuré, et constatable, en fait. Mesuré, c'est pas forcément que tu l'as sous les yeux. Tu te dis, bon, ok, j'ai fait 100 000. En plus, le jour où je fais 100 000, en fait, c'était très marrant parce que certains de nos colocs m'ont accompagné sur différentes phases de la journée, parce que ça prend pas 24 heures, mais ça prend 16 heures de faire 100 000 pas. Tu peux pas. Mais c'est un peu mesquin, t'aurais pu faire 100 001 au moins, quoi. Ah, bah j'ai fait largement plus que 100 000, mais je l'ai pas. Parce que 100 000, c'est presque un peu. Après, on a refait avec des gens en France, mais on est monté à 140. D'accord. Mais à Dubaï, c'est 100 000 qu'on a fait. Mais tu peux faire le chemin pour. Tu sais, la route de Compostelle, là. Oui, mais il y a des choses qui seraient incroyables à faire. Et surtout que j'ai appris, alors. J'ai fait une descente d'organes, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Récemment, en apprenant qu'une app payait les gens pour marcher. Oui, bien sûr, une crypto. Mais je serais milliardaire. À la grande époque. En plus, c'est une crypto qui a pas mal pumpé quand elle a été lancée. Bon, elle s'est écroulée. Mais elle paye en Solana. Donc, si tu crois au Solana... moi, je prends toute rémunération. Ouais, potentiellement, ça peut rapporter beaucoup. Mais au moment où ça a pumpé, si tu avais découvert cette app au moment où ça a pumpé, tu aurais fait pas mal d'argent. Parce qu'à Dubaï, je faisais des semaines en moyenne à 450 000 pas par semaine. Mais attends, je ne suis jamais allée à Dubaï, mais forcément, tu me dis Dubaï, je pense désert, je pense... Non, c'est plus plage. C'est plus plage. Plage, très plate, extrêmement longue. Dubaï, ça ne ressemble à rien de ce que tu imagines. Okay. C'est vraiment... De toute façon, déjà, tous les ans, ça ne ressemble pas à l'année d'avant. C'est ça, déjà, premièrement. Déjà, il faut le voir pour le croire. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Mais il n'y a pas de frustration, en fait, dans ce que tu... Ou de souffrance. C'est un plaisir de progresser ou... Est-ce que tu rages? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis « Ah là là, je suis nul, j'ai pas réussi à faire mieux ». Je rage pas. Je rage que... Enfin, je rage. Je vais déclencher ce genre de truc-là face à l'échec. Mais là, c'est plus de se dire « Ok, on a fait 100K mardi. Ouais. Pourquoi on ferait pas 110K jeudi ?» Tu vois, c'est ce démon-là, en fait. Après... Il s'arrête à un moment donné, ce truc-là, mais c'est de se dire qu'il y a la seule bonne raison d'atteindre un niveau, c'est de
découvrir qu'il y en a un derrière. Mais quel est le niveau idéal? Quel est le seuil? J'en ai pas. Là, pour le coup, je saurais pas trop te dire vraiment. Je pense que c'est celui où, en fonction des domaines, c'est celui où tu finis tout seul. C'est-à-dire que, à un moment donné, si t'es seul dans ton initiative, ta bêtise ou ton obstination, et que ça a plus de vertu et que ça a plus que des conséquences, c'est peut-être là qu'il faut se lever le pied. Tu as vu le peut-être? Lever le pied pour faire un autre pas, donc. Ouais. T'as noté le peut-être? Oui. Je suis pas sûr, parce qu'on me dit que c'est pas bien, mais... Vraiment. Bon, vous m'emmerdez avec vos questions. Moi, je continue de marcher. Non, mais la marche est, je pense, dans notre siècle, le mouvement le plus sous-coté en termes de bénéfices. Figure-toi que j'ai vu j'ai rencontré un docteur à dîner, là, qui était un ami d'amis que je connaissais pas. Et il m'a dit la phrase... En plus, au moment où il l'a dit, j'ai pensé à toi. Parce qu'en fait, c'est une phrase qui a plein de dimensions. Il a dit, on n'arrête pas de marcher parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'on arrête de marcher. Et alors, ils l'ont tous pris en conseil fitness littéral. Je me suis dit vraiment, mais les gens sont dans... Et donc, au lieu de lancer une discussion intéressante, le mec à côté dit « Alors, combien de pas par jour ?» Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Quand le sage montre la lune... C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, j'adore ces raisonnements-là où, en fait, moi, j'ai découvert ce genre de raisonnement-là. Je sais pas si tu es familier avec ça. Je sais pas comment on pourrait le baptiser. Les flips... la manière de flipper un point de vue, c'est un truc que j'ai découvert avec ce qu'on appelle soit le paradoxe, soit le syndrome du nageur. Je sais pas si tu connais, mais c'est que tout le monde, quand on est jeunes adolescents, hommes, et qu'on veut se bâtir un corps quand on est assez jeune, en général, on a des stéréotypes de corps qu'on voit dans la presse ou à la télé, et les seuls mecs qu'on voit un peu à poil, en général, c'est les nageurs, et ils sont... tu vois, en V, 2 mètres sur 1, et on se dit, ah là, il va faire plein de natation, comme ça, on va devenir comme Michael Phelps. Et le syndrome ou le paradoxe du nageur, je sais pas comment on appelle ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que Phelps a fait 25 ans de natation à haut niveau qu'il est taillé comme ça, c'est parce que génétiquement, il allait être taillé comme ça qu'il a atteint un niveau olympique de natation. Et ça, tu l'apprends dans plein de trucs. Donc c'est pour revenir sur ce que disait le docteur, mais pour le nombre de pas par jour, c'est incroyable, mais il parlait des gens qui arrêtent de vieillir. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu de famille en Bretagne. Je sais pas si tu connais un peu cette région. Pas trop. Mais j'ai eu la chance de découvrir les crêpes là-bas. Et j'ai compris que c'était pas je les crêpes. n'avais jamais mangé de crêpes auparavant. Mais un peu comme la Haute-Savoie, parce que tu es Haute-Savoyard, c'est ça que je disais. C'est des zones qui sont encore préservées de beaucoup de choses que je trouve assez néfastes dans les trop intenses, les zones trop intensément peuplées. Et il y a plein d'anciens là-bas. Et les anciens là-bas, à 97-98 ans, j'embrasse d'ailleurs Colette, qui est une de nos voisines, 97 Colette. Ans, elle jardine, mais elle jardine pas. J'ai fait ça, elle jardine en mode soulevé de terre, et ça, et c'est exactement ce que tu dis, c'est tant qu'elle fait ça, bon, il y a plein de choses qui peuvent la rattraper aussi, mais tant qu'elle fait ça, elle gardera, et tous les gens sont là, elle s'émerveillent, ils font, tu te rends compte, 97 ans. Oui, mais elle a besoin de ça, justement. Tous les jours, elle fait, et puis elle fait pas que jardiner physiquement, elle jardine intellectuellement, entre guillemets. C'est-à-dire, tous les jours, elle lit un nouveau truc. Tous les jours, alors elle relit parce qu'elle a la chance d'oublier ce qu'elle a lu des fois. Et je pense que j'ai donné un cours de ChatGPT à ma mère, là. C'était... C'est vrai? Ouais, c'était incroyable. Alors, elle a été réceptive. Elle a spammé tout le monde toute la journée après. C'est vrai? Ouais, elle a écrit des poèmes. Bah, ça m'étonne pas. Parce que la maman d'Oussama, qui est un joyeux aussi en termes alors qui écoute beaucoup et qui se laisse faire un petit peu par son fils. Elle te laisse l'accompagner sur de nouveaux sujets. Ouais. Sur ma mère, je pourrais toujours essayer de ma lui mère, faire découvrir. Elle a appris à lire et écrire l'arabe, elle devait avoir 40 ans. Ah oui. Elle a appris à lire et écrire le français, elle devait avoir 55 ans. Et elle a passé son permis, elle avait 70 ans. À la classe. Et là, elle en a 79. Et vraiment, j'ai fait une petite vidéo d'elle au moment où elle est en train de découvrir le truc. Et je me suis rendu compte d'un truc que je n'avais jamais remarqué. C'est qu'elle avait la même tête que moi quand elle découvre un truc. Ok. Une espèce d'expression d'enfant, genre, mais c'est incroyable. Et même, tu m'as dit, elle a découvert le crypto tard. Elle a découvert le crypto 75 ans. Ouais, c'est incroyable. Bon, ça, c'était plus par nécessité, donc ça, elle n'avait pas le choix. Ça n'est pas pareil. Et donc, elle a écrit des poèmes. Ouais, parce que tu sais, au Liban, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien. Donc, le pays entier est passé en crypto, en fait. Ok, non, je ne savais pas. Rien d'intéressant. Elle est courageuse. Ouais. C'est beau. Et toi, alors, t'as un peu ce profil de... Hier, on a dîné ensemble. Et j'ai essayé de lister dans ma tête tous les trucs que t'as appris. J'ai pas réussi. Pourtant, j'ai rien dit.
Bah écoute. Je n'ai pas dit grand-chose. Et bah si ça, c'est pas grand-chose. T'as toujours eu envie comme ça d'apprendre plein de choses. Peut-être tu peux raconter pour nos auditeurs tout ce que tu fais, tout ce que tu as appris, toutes les formations, tous les... Ah oui, en termes de formation, mais oui. En fait, oui, j'ai toujours été curieuse. Déjà gamine, j'étais très attirée par les livres. Mon rêve, c'était de devenir Indiana Jones, en gros. J'ai toujours été très influencée par le cinéma, les films que j'avais vus, qui étaient des films d'aventure, de découverte. Et j'étais très portée vers les livres, la poésie, créer. Beaucoup dans la lune aussi. Et pour résumer, en fait, j'ai mis mon cerveau dans une boîte. Mais vraiment, hein, je me suis mise, un peu comme si je m'étais mise dans un état d'auto-hypnose. À partir du moment où je me suis lancée dans mon activité dans le milieu de la nuit, qui m'a ensuite menée vers mon métier en tant que travailleuse du sexe, c'est comme si j'avais mis mon cerveau dans une boîte en me disant, bon, j'en ai marre d'être dans ma tête, je vais être dans mon corps et je vais expérimenter. Alors, ça a été une expérience très intéressante, mais en même temps, ça a créé une parenthèse dans ma vie de 13 années où je me suis coupée de ma curiosité, où je suis devenue un peu une spectatrice d'un monde qui vivait dans des codes inversés. Et j'y suis restée plus longtemps que prévu. Ce qui était censé être une expérience, un jeu, une exploration est devenu un métier, quelque chose de sérieux. Et quand j'en suis ressortie à 33 ans, je me suis retrouvée avec ma psyché de fille de 21 ans. Et là, d'un seul coup, je redécouvre le monde. C'est merde, mais en fait, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté d'écrire. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et donc, ça a fait un deuxième effet cocotte minute. Et là, en fait, j'ai commencé à... Je ne me suis pas limitée. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'arrête ma carrière de manière instinctive parce que je sens que je ne suis plus à ma place. Si je reste, je vais me détruire. Qu'est-ce que je fais ? Ah putain, ok, je veux apprendre à masser parce que moi, j'aime trop me faire masser et j'ai envie d'appréhender le corps autrement. Je veux retourner dans les arts martiaux, je veux aller dans le cirque, je veux utiliser mon corps différemment, je veux apprendre à faire du bien aux gens. L'hypnose m'a accompagnée dans mon parcours, je veux apprendre à faire ça. Et petit à petit, j'ai accumulé des formations sans savoir ce que j'allais en faire. Et d'ailleurs, les gens autour de moi s'inquiétaient. Hein. Mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton projet ? Je sais pas, laissez-moi faire, mais je sens que j'ai besoin de le faire. C'est personnel, j'ai besoin de le faire. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence de rassembler ces compétences pour en faire un métier. Donc, massage thaï, yoga, cirque, arts martiaux, combats scéniques, acting. Et là, je continue, en fait. Là, j'ai encore d'autres projets de formation, d'écriture. Quoi d'autre ? Je me suis retrouvée à être doublure cascade il y a 2 ans, à doubler Michel Yeo, parce que j'avais fait ces formations-là, qu'à un moment donné, on m'appelle, on me dit « Ouais, on cherche une doublure cascade pour Michel Yeo ». J'ai cru que c'était un canular. Et en fait, je me suis retrouvée 6 mois en Angleterre à la doubler. Enfin, la doubler. J'ai pas fait grand-chose, attention, faut pas déconner non plus. Parce que c'est une grande dame, très compétente. Mais voilà, donc du coup, j'ai appris plein de choses et ma soif est immense. Et en même temps, c'est très frustrant. Ouais. On en parlait avant l'émission, c'est qu'il y a le temps passe. Et il n'y a rien de plus précieux que le temps. Donc comment je le nourris et comment je fais en sorte de grandir avec mon métier et de transmettre aussi ce que j'ai appris. Ouais, je comprends. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est le vrai. L'argent, ça se regagne. Ouais. Les gens, ça se remplace. Oui, mais l'argent permet d'avoir du temps. En fait, tous les autres. Parce que quand tu cours après, tu vois, pour payer ton loyer ou tes frais, les choses comme ça, c'est comment dégager du temps pour prendre le temps de lire, et puis de laisser les choses infuser. C'est ça aussi, parce qu'on ne peut pas non plus parfois aller trop vite. Il y a des choses ma théorie, qui nécessitent... c'est que toutes les formes de capitaux, l'argent, la connaissance, le réseau, etc., sont des capitaux secondaires qui servent, s'ils sont bien utilisés, à préserver le capital suprême qui est, pour nous, notre espèce, le temps. Ouais. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Voilà. Vous connaissez Brian Johnson ? Bah oui.
Tu On en connais a Brian parlé un Johnson petit peu. À mon avis, c'est le genre de délire qui te plairait, toi. Ah oui. C'est un mec qui a vendu une boîte assez connue pour 300 millions de dollars ou 600 millions de dollars qui s'appelle Braintree à PayPal. C'est une boîte de paiement. Il était à peu près dans l'état physique de 99% des entrepreneurs qui font des boîtes à succès, à savoir le combo magique junk food, manque de sommeil et peu d'exercice. Et zéro exercice, Ouais. qui est quand même... Enfin, sur Internet, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui font du sport, qui machin. C'est quand même des C'est entrepreneurs... récent quand même. Alors non seulement c'est récent, mais c'est quand même des mecs qui ont des boîtes où ils ont beaucoup de temps, quoi. Parce que les mecs qui gèrent des boîtes qui passent de 0 à 3000 salariés en 3 ans... Bill Gates, j'ai vu une interview de Bill Gates qui parlait de son regret de ne pas avoir pris plus soin de lui, justement de sa santé durant sa carrière. Et donc Brian Johnson. Et donc Brian Johnson a vendu cette boîte, il s'est retrouvé à avoir beaucoup de temps. Et d'argent. Et beaucoup d'argent. Et il a décidé de rajeunir. Mais pas en chirurgie esthétique. En renouvelant son sang, non ? Alors lui, il a tout fait, il a tout essayé. Et il l'a fait avec une méthode scientifique, ça s'appelle le Blueprint Project. Où en fait, il a testé plus de 1000 compléments alimentaires, un par un, jusqu'à découvrir les 150 compléments alimentaires qu'il va prendre tous les jours. Il a tout optimisé. Il a fait tous les traitements de peau, laser, machin. Oui, le renouvellement des cellules aussi. Il a testé un par un. Il a testé... cérébral, exercice. Ça. Et c'est le premier humain sur Terre dont... comment ça s'appelle ? Les télomères. Alors, les télomères, c'est la mesure de l'âge biologique réel, puisque c'est la taille de nos chromosomes. Et quand ils se dégradent, ça veut dire qu'on vieillit pour de vrai, au-delà de tout âge biologique, etc. Et c'est le premier humain sur Terre à avoir reverse ses télomères. Donc, il a prouvé que c'était possible. Incroyable. Et 2, donc il est dans... Mais là, il a quel âge, du coup, déjà ? 50 52 Non, il est beaucoup plus jeune, non ? Ah, je pensais qu'il... Mais c'est pas possible qu'il y ait 52 ans. Mais ça veut dire que là, si on fait un constat de son état, on va dire, cellulaire, il est au top du top. En fait, il n'a plus 50 ans. Non, exactement. Il est déjà en négatif. Exactement. Même, je crois qu'il parle... Et il vieillit... C'est fascinant. Il parle de 15 ans de... Il a 46 ans. Ah, il a 46 ans. Et il vieillit à la même vitesse qu'un enfant de 7 ans. Voilà. Et il est est-ce loin que d'être ça dans influe sur la fertilité, par exemple ? Ça, c'est lui. Quand ça allait pas. Ouais. En homme normal, quoi. Et là, il fait un peu lui plus aujourd'hui. Il fait un peu plus vampire. À gauche. Non, mais je... Si, c'est la même personne. Mais est-ce qu'il a changé de sexe aussi ? Parce que c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il a... Il a un côté androgyne. Il est devenu extrêmement androgyne depuis qu'il fait... C'est très bizarre, d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que lui, il entretient Non. Parce il documente évidemment tout ce qu'il fait, donc on le voit dans tout, mais c'est vrai qu'il est devenu un peu... Enfin, il est très différent. Il y a un truc qui se dégage de ce mec-là, c'est la sérénité. C'est à quel point... Parce que ça doit être compliqué à tenir, quand même, ce qu'il fait. Il est entouré de dizaines de scientifiques quotidiennement. C'est un super cobaye en même temps. Il s'est transformé en super cobaye. Ouais. Mais en auto-super cobaye. C'est-à-dire que c'est pas il est allé voir un super lab en leur disant bon, ok, je veux bien rentrer en protocole. C'est lui qui s'est infligé le protocole. Et il est en train, ça fait un moment, il a investi son fils dedans. Un de ses fils dedans, qui en plus est d'une excellente condition physique de base, pour voir maintenant si on blueprint, parce que c'est comme ça que s'appelle le projet, dès un âge assez intéressant, qu'est-ce que ça donne ? Et il vient de trouver une femme là pour faire le même protocole que lui, mais version femme. Oui, parce qu'en plus de fascinant. Ça... Mais c'est assez bluffant. Enfin, c'est un peu un rabbit hole. Quand tu commences à découvrir Brian Johnson, tu finis par regarder toute sa chaîne YouTube et tu regardes ce qu'il mange. Non, parce que c'est moins what the fuck qu'on croit. Au début, tu te dis il bouffe du placenta, etc. Mais c'est extrêmement précis. C'est à la minute. Après, attention, à chaque fois, il le rappelle d'ailleurs très bien, c'est un protocole qui lui convient. Enfin, c'est vraiment... De toute façon, ça peut pas être autre chose que sur mesure. C'est le nouveau sens de sa vie en même temps. Après, s'il passe sa vie à être dans ce protocole, quel est le sens lui, son sens, c'est donné au temps. Lui, il a une mission. Enfin, lui, de toute façon, sa mission... Ça peut durer longtemps. Non, mais lui, c'est petit mortel à la fin. lui, sa mission, c'est de réussir à transformer tout ça dans un protocole simple que les gens peuvent suivre, etc. Donc, en fait...
sa vision, c'est que quelqu'un doit passer par l'effort Bien sûr. de niquer sa vie Il crée les pour que précédents. tout le monde puisse vivre une meilleure vie. Mais alors, je serais curieuse de voir s'il s'est intéressé aussi à la culture taoïste, puisque tout. Je crois chez qu'il les a Chinois, vraiment, il y a aussi cette il a payé tellement de notion gens. d'immortalité. Tout. Genre, il n'y a pas un sujet qu'il n'a pas abordé. Machin. Il est vraiment intense. Il est vraiment intense, ouais. De toute façon, tu peux pas atteindre. Enfin, c'est incroyable d'atteindre. Sa femme l'a quitté quand même. Oui, j'imagine de toute façon. Mais c'est-à-dire c'est que devenu le sens de sa vie. Et tout est traqué. C'est incroyable. Mais moi, je crois beaucoup à l'effet que va produire cette expérience sur les pistes entrepreneuriales et d'innovation potentielle. Moi, j'ai toujours rêvé d'un truc. Je suis à peu près sûr que tu règles 100% du surpoids dans le monde avec un truc. C'est le jour où tu arrives à créer quelque chose, je sais pas sous quelle forme, où en temps réel tu sais combien de calories. Est-ce que tu es en négatif ou en positif en gros. Même en MVP, tu n'es même pas obligé de savoir combien. C'est-à-dire, est-ce que je refais 100 pas. Non, mais tu vois, imagine, en temps réel, tu sais que... Parce que là, tu vois, en soulevant la table... Mais là, tu pars du principe que la connaissance suffirait à régler les choses. Et là, beaucoup de connaissances sont disponibles, sont accessibles sur Internet. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens pas la connaissance, c'est l'alerte. Se prennent en charge. En mode... je sais pas comment expliquer. Bah, tu sais, quand tu es sur l'autoroute et que tu roules, et qu'on te dit... bon, bah là, vous êtes dans... Mais ça ceux qui n'empêche connaissent pas le les tunnel excès. de l'A86, vous êtes dans un tunnel où vous êtes en détection de vitesse permanente. Bah, tu regardes ton compteur. Ça n'empêche pas les excès. Tu vois ce que j'ai l'impression que d'avoir dit un truc qui était incompréhensible dans ma tête. Non, tu supposes que les gens sont responsables. Non, mais c'est pire, c'est parce qu'en fait, il n'ose pas dire ce qu'il dit. Non. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une façon pour que ça marche, ce qu'il dit. C'est que comme dans le tunnel, pourquoi dans le tunnel les gens ralentissent? C'est pas parce qu'ils ont l'information, c'est parce que s'ils accélèrent, ils ont une amende. Non. Vraiment, c'est pas ça. C'est que moi j'aide, je suis en rien praticien de santé, en rien coach de quoi que ce soit, mais j'ai pas mal d'anciens camarades à moi que j'essaie de parfois, à qui je donne des tips et dont je prends des nouvelles. Et beaucoup sont sur le cul quand ils comprennent qu'il y a un déséquilibre calorique. Et ils se disent, pourtant je mange hyper clean, et pourtant je me défonce le matin au taf, etc. Alors, il n'y a pas que on va pas faire un cours maintenant, il n'y a pas que le total calorique, mais 90% des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids se rendent pas compte qu'ils sont en surplus calorique. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils sont persuadés, parce qu'ils se privent, qu'ils sont en déficit calorique, sauf qu'ils ne le sont pas. C'est un gros problème. Et donc, ce que je veux juste te dire, c'est en mode, genre, même pense à une lupiote, tu vois, genre vert rouge, et tu sais que vert, t'es en déficit. Alors, tu sais pas de combien, parce qu'un déficit de 1 calorie, mais ça, on ne peut pas prendre du poids si on est en déficit calorique. C'est impossible physiquement, tu vois. Donc, c'est juste ça. Et je te dis, tu règles un gros paquet de problèmes juste en disant aux gens, te couche pas. Mais juste, replace le canapé, fais ça 3 fois. C'est un travail sur les croyances. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut suffire. En réalité augmentée, tu vois. Ça peut suffire. Mais moi, t'as déjà mis un casque de réalité augmentée ? Ouais. Où t'as une espèce d'info là, qui apparaît en touchant du Bah juste ça. Toi, t'as la lupiote vert feu rouge et il t'empêche de dormir tant que t'as pas... Ça peut suffire, mais tu sais, moi, j'accompagne pas mal de personnes qui sont en addiction et qui sont spécialistes de leur sujet et qui connaissent par cœur tous les risques. Alors pour celles qui ne le connaissent pas, moi je leur donne, et parfois effectivement ça peut permettre un recadrage qui met face aux conséquences. Tu veux dire qu'ils sont en addiction sur quelque chose et qu'ils sont spécialistes de cette addiction? Oui, voilà, ils peuvent être spécialistes de la substance et tout connaître des risques, mais c'est là où si tu veux le mental et la volonté ne suffisent pas. C'est quand la personne émotionnellement est dans un manque profond et qu'elle cherche à travers un comportement, une substance, quelque chose pour combler le vide, pour répondre à une anxiété. Parfois même, c'est l'inverse. C'est je sais que ça me détruit et c'est pour ça que je vais y aller. Moi, le livre le plus dingue que j'ai lu de ma vie sur ce sujet, c'est un livre de Joël Proust qui s'appelle La faiblesse de volonté, qui est une médecin qui a étudié les cerveaux des gens d'un point de vue fonctionnel pour voir à quel point on était égaux ou pas en termes de volonté. En fait, quand tu lis ce livre, tu crois plus jamais à la volonté. C'est-à-dire que la volonté est un facteur génétique beaucoup plus élevé qu'on imagine. Et il y a des gens qui ont des structures cérébrales qui les empêchent d'avoir la moindre volonté. Et d'ailleurs, elle dit dans son livre le fait que la volonté a été présentée comme une capacité mentale, une qualité qu'on peut atteindre, etc. Elle dit c'est un peu la même chose que si on disait, en fait, il y a que les gens de plus d'1m85 qui peuvent avoir un travail. Tous les autres n'en ont pas. Et quand il y a quelqu'un de moins d'1m85, tu fais alors, tu fais quoi?
Tu grandis ou pas alors? Bah oui, grandis c'est ou ça. pas Mais c'est pour ça Et- qu'il y a et- rien de et plus la frustrant volonté, que, ouais. que cette phrase, Et, il suffit de vouloir. Hein. C'est énervant, ça. Hein. Ah oui, ça, c'est- Et moi, j'étais très proche d'une addictologue qui m'avait raconté une histoire complètement folle. Elle aidait les gens, alors je sais plus quelle drogue, genre héroïne ou cocaïne, ou faire un truc dur. Et elle s'était rendue compte que certains d'entre eux, il suffisait de leur donner de l'aspirine. Et ça, juste le fait de coaguler un peu leur sang, enfin l'inverse de coaguler, comme on dit, de fluidifier un peu leur sang, faisait qu'en fait, la drogue dans leur système allait moins dans les synapses. Et comme ça allait moins dans les synapses, d'un seul coup, leur volonté explosait. Parce qu'ils accrochaient moins à la drogue. Ok. Juste en changeant très légèrement la densité de leur sang. Et les mecs, elle me disait, quand je leur disais que c'était de l'aspirine, ils ne croyaient pas. Et donc, à l'hôpital, ils faisaient une expérience placebo. Ils disaient, ouais, c'est une nouvelle pilule qui vient des US. C'est un protocole, test, etc. La croyance Et les succès qu'elle avait en détox étaient délirants. À tel point, ils ont publié un article, etc. sur le sujet. Mais ouais, c'est assez marrant à quel point on peut très très vite... Et d'ailleurs, pour avoir pris moi des médicaments de thyroïde qui ont changé ma personnalité, quand tu vis ça une fois dans ta vie, tu te poses beaucoup de questions sur ce que tu appelles ma personne, quoi. Bien sûr. Parce que quand tu es la personne la plus optimiste du monde et que tu deviens dépressif, que quand tu es... tu vois, moi à un moment, j'ai pris un médicament de thyroïde vraiment violent, j'avais des envies de passer par la fenêtre. Ouais, c'est normal. Je regardais la hormonal. fenêtre. Je regardais la fenêtre et je me disais, vas-y. Ouais. Et dans ma tête, il y avait un type qui disait, oh, ça va pas. On peut pas le virer, l'autre con. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir deux types dans ma tête qui étaient en mode à se fracasser, quoi. À la fois d'avoir deux, en sachant pertinemment que c'est toi. Je vois très bien, moi j'ai une autre expérience très négative, mais plus qui concerne moi, j'ai des gros problèmes de sommeil. Tous les gens qui sont passés dans le podcast en ont entendu parler. D'accord, donc c'est le moment. Mais j'ai eu des gros... Enfin, j'ai toujours des très gros problèmes de sommeil. J'ai eu des problèmes à un moment donné dans ma vie où c'était dramatiquement problématique et j'ai essayé de les solutionner par plein de trucs et il n'y a rien qui a jamais marché. Et donc, j'avais complètement transféré... Tu vas essayer une séance d'hypnose. Ouais. J'ai essayé... T'as vraiment essayé l'hypnose pour de vrai? En hypnose, je suis à 6 personnes. Et sur les 6, il y en a 4 qu'on m'envoie. C'est le ou la king du... Et eux-mêmes me disent, enfin, on va t'accompagner, mais on peut pas aller... Bref. Ouais. Et à un moment donné, pour essayer de survivre, entre guillemets, au truc, j'avais transféré le point de valeur en me disant, mon problème, c'est pas de dormir, c'est de m'endormir. Tu vois? Parce que moi, en gros, je suis en hypervigilance, mais hypervigilance plus 1000. Depuis toujours? Non, depuis certains épisodes. Mais du coup, du podcast. On a un indice. Et du coup, mon job, c'était de m'endormir. Et donc, pour la première fois de ma vie, à 20 et quelques années bien après l'âge où normalement tu découvres l'alcool, j'ai découvert l'alcool. Mais par fonction de somnifères, parce que j'étais terrorisé par les somnifères et les opiacés, des trucs comme ça. Et je me dis, mais l'alcool, c'est beaucoup mieux. Mais c'était médical, c'est-à-dire que bon, les gens de mon entourage, personne n'a jamais su quoi que ce soit, personne n'a jamais remarqué, à part ma femme qui était effondrée, entre guillemets, mais qui savait que c'était... mais comme elle me voyait gérer les journées tout à fait normalement, elle me disait... sauf qu'il arrive le moment où... tu passes la ligne, ouais. Bah, tu passes la ligne, et surtout, c'est en train de, comme il dit, c'est en train de modifier... Ça modifie au-delà de tout ce que ça fait dans ton corps de super, super positif, c'est que ça modifie ton état d'esprit, mais à une puissance qui est monumentale. Et à ce moment-là, t'as vraiment deux gars dans ta tête, mais c'est le même. Enfin, c'est bizarre, tu vois. On travaille beaucoup avec ça en hypnose, justement. On appelle ça la négociation entre parties. On va faire dialoguer chacune des parties en sachant que chacune a sa fonction et chacune a sa demande. D'ailleurs, toi, tu m'avais raconté quand on s'est vu la première fois que quand tu as démarré ta carrière, tu avais créé un personnage qui prenait le contrôle de toi, en fait. En fait, à partir du moment où j'ai été actrice avec ce pseudo, je me suis projetée là-dedans. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un d'introverti, de pudique.
Je suis pas fêtarde, je suis pas exhibe. Enfin, je veux dire, si dans les vestiaires des filles, il y en a une qui est planquée dans un coin, c'est moi. Hein. Encore aujourd'hui, dans un spa où les gens se mettent nus, moi je peux pas, par exemple. Donc, mais Tu fais un séjour en Allemagne, je sais que toi. ça peut paraître paradoxal, mais ouais, c'est ça. Mais je pense pas être la seule dans ce cas. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui bossent dans le milieu du spectacle et qui se servent de leur personnage pour exprimer ou explorer une part d'eux qu'ils ne s'autorisent pas à laisser vivre dans la vie réelle. Donc c'est une part de moi, c'était une part de moi. Mais en même temps diamétralement opposé. Moi, j'appelle ça le syndrome Catwoman. Tu vois, la partie sage, discrète au quotidien, et puis la partie nocturne, un peu comme le principe du vampire qui reste planqué le jour et qui la nuit se déchaîne. Voilà, se déchaîne. Et c'était vraiment ça. J'ai vraiment utilisé mon ancien personnage comme un exutoire, comme étant le personnage qui, lui, peut s'autoriser. Parce que, après tout, et ça, c'est l'histoire qu'on se raconte, et qui est bien pratique, c'est pour de faux. C'est un personnage, c'est pas vraiment moi, donc je peux. Et puis, il y a la caméra, donc la caméra justifie aussi cette forme d'autorisation. Ouais. Et c'est le principe du carnaval aussi. Les gens qui se masquent et qui s'autorisent à jouer. Je viens de penser à un truc pour la première fois de ma vie. Ça y est. C'est pas moi. C'est l'intérêt de conversation. Mais comme tu écris un livre sur la performance, et que quand on fait la comédie, on appelle ça une performance, j'ai toujours eu l'intuition que les gens qui cherchaient la performance étaient dans le faux et qui faisaient semblant. Parce qu'en fait, les gens qui maîtrisent vraiment quelque chose, ils ont pas besoin de mesurer ou de machin. Ils ont un sens un peu profond de on est juste ou pas juste. Comme un musicien. Ouais. Je pense que la performance, et c'est marrant que le mot un résultat. performance veut dire la même chose que quand on se dit je fais une performance sur scène. Performance artistique, performance sportive. Moi, on m'a souvent dit que j'étais performante, et d'ailleurs, le terme en anglais, c'est performer. Mais pour moi, la performance n'a légèrement. Il a un sens qui se rapproche beaucoup de prestation. Performer en anglais, c'est celui qui réalise. Oui, c'est ça. Alors qu'en France, c'est vraiment, on est dans le métrique. Mais quand on parle de performance au sens résultat et au sens, c'est le résultat, une excellence, en fait, une marque d'excellence. À mon sens, ce qui fait la différence, c'est est-ce que c'est un but, est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est un résultat. Pour moi, c'est un résultat. C'est-à-dire que la performance existe parce que tu excelles dans quelque chose. Par contre, le risque, le piège, c'est d'être justement obsédé par le fait d'atteindre cette performance. Et là, le risque, c'est de tomber dans l'addiction, c'est de tomber dans l'épuisement, c'est d'être dans quelque chose de contre-productif. Ouais. C'est sûr. Je repense aux championnats mondiaux de karaté, je ne sais plus de quelle année, où il y avait une Française, Sandy Cordo, je crois, contre la japonaise Rika Ozami. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, pour moi, là, on a vraiment deux exemples flagrants de performance. Il y a la Française, qui est arrivée d'ailleurs deuxième, et qui est une athlète de super haut niveau, qui réalise une perf, mais au sens compétitif. On la voit elle est guerrière, elle est beaucoup dans l'énergie, elle est beaucoup dans le vouloir montrer, en fait, qu'elle va gagner. Okay. Ouais, je vois tellement. Et on voit la japonaise qui est calme, qui est juste juste là, comme s'il y avait personne autour, et qui est dans une fluidité. Et à ce moment-là, on n'est pas dans la performance sportive. On est dans... Enfin, à mon sens. Moi, à ce moment-là, je vois une artiste. Je me dis, putain, OK, là, on est dans la maîtrise totale. Il n'y a pas le vouloir faire. Elle est dans l'être de... C'est Giro. De son... je vous encourage à regarder sa prestation. Enfin, tu regardes beaucoup de mangas elle est encore, magnifique. Non, pas énormément, non. Mais là, justement, j'ai bien envie de me remater Perfect Blue, qui est quand même un animé pour public adulte. Ouais. Perfect Blue, c'est quoi Perfect Blue ? Perfect Blue comment il s'appelle celui qui a fait Paprika,
Attends, je cherche, j'ai un... Je peux pas t'aider. Mais Allez. Ah oui, celui-là. Oui. Ouais, oui. Ah ouais. Donc il y a marqué en pas. Comment s'appelle le réalisateur déjà? Satoshi Kon. Ouais, Satoshi Kon. Ouais. Un autre Satoshi. Ouais. Qui a animé, qui a inspiré Darren Aronofsky pour pas mal de ses films, dont Black Swan, il me semble. Enfin voilà, je vous recommande. Mais c'est pas pour un public jeune. Et sinon, en animé, en manga, je pense que dans toute personne de notre génération, on a grandi avec le Club Dorothée. Ouais. Mais moi, j'ai revu cet été Demon Slayer en une fois. Et en fait, il y a ce thème récurrent dans Demon Slayer de ce personnage qui n'essaie pas d'être... Parce que souvent, dans les mangas japonais, c'est l'histoire d'un type qui veut être le meilleur. Okay. Et là, c'est un peu plus subtil. C'est l'histoire d'un type qui n'a pas le choix. Et donc, il doit apprendre des choses, mais il ne se sent pas du tout à la hauteur. Il se sent comme quelqu'un qui est toujours en retard par rapport. Alors qu'en fait, il fait des performances de malade quand il est face à l'ennemi. Celui qui se révèle dans le... Celui qui se révèle dans le... Il y a un mot pour ça, mais j'ai oublié. Ouais, c'est Yomi qui m'avait donné ce mot. Mais... Et en fait, de regarder ce manga cet été, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'était la même chose. Très souvent, dans l'entrepreneuriat, dans le culte de la performance et dans le culte de... en fait, pour devenir entrepreneur, voilà la recette. On oublie que la partie la plus forte de l'entrepreneuriat et ce qui fait les entrepreneurs les plus dingues, c'est souvent l'absence de choix. C'est même la seule chose. Ouais. C'est toujours des gens qui sont dans des situations où, en fait, c'est soit ça, soit rien. Et je me suis dit, alors, peut-être que j'ai un besoin maladif de ne pas avoir de choix. Des fois, je me dis, je me mets dans des situations invraisemblables. Ça reste un choix, le rien. Ouais, exactement. Oui. De renoncer. Mais malgré tout, je me dis, on devrait donner ce message d'espoir aux gens en leur disant, mais en fait, souvent, on est bloqué parce que justement, on a un petit confort. Et des fois, détruire tout ce qu'on a, c'est la meilleure façon d'avoir mieux. Et le fait d'avoir cette peur de peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'on n'aura rien, etc., et de pouvoir y échapper parce qu'on n'a pas le choix, en fait, c'est un cadeau de la vie hors du commun. Quoi. Mais il y a 3 images qui reprennent ça, mais les gens ont du mal à l'imprimer. Tu l'as dans un Batman, je sais plus quel épisode, mais où il est dans la prison. Ah oui, incroyable. Dark Knight épisode. Dark Knight Rises. Ouais. Donc il essaye maintes et maintes fois de atteindre une plateforme pour s'extraire du puits, et le seul moyen de l'atteindre, c'est d'enlever la corde qui le sécurise. Sauf que, il faut pas se rater, parce que si tu te rates là, c'est létal. Il y a une autre image qui est extrêmement ancienne, c'est celle de Sun Tzu, qui gagne tous ses sièges de ville. Sun Tzu, général chinois dans la stratégie militaire la plus poussée, qui gagne tous ses sièges en entourant une ville, mais en laissant une fausse sortie dérobée inconnue, et qui permet à tous les villageois qui n'avaient pas envie de mourir en se battant de s'extraire du village, et du coup, quand lui il rentre, il n'y a plus personne qui veut vraiment se battre. Et la troisième, je l'ai pas du tout. Elle était évidente tout à l'heure quand j'y pensais. Mais c'est... on dit brûler les ponts ou brûler les navires. C'est quand tu brûles... Enfin, tu t'empêches d'avoir un plan B. Mais c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, ça rejoint ce truc de reverse, quand je disais flipper le point de vue. C'est-à-dire que les gens pensent que la bonne chose pour être entrepreneur, c'est de se dire « je vais aller là ». Alors qu'en fait, il faut juste comprendre que l'entrepreneur, c'est celui qui a dû aller là parce qu'il n'avait pas le choix que de se barrer de là où il est. Enfin, il pense qu'on sait à l'avance ce qu'on va concevoir, alors qu'il n'y a pas un jour où un entrepreneur, il sait ce qu'il est en train de construire. Le confort est dangereux, en fait. Ouais. Ah, ça, létal même. Ouais. Jérôme, qui nous a présenté, elle m'a dit que tu étais une entrepreneuse qui s'ignore. Moi, c'est ce que je... Ouais. Tu t'es jamais vécu comme une entrepreneuse? Non, jamais. Et ça m'a toujours étonné qu'on me perçoive de cette manière. Pourtant, tu n'as jamais travaillé pour personne? Non. T'as toujours ça déjà. Il me semble pas que tu aies eu des fiches de paye. J'ai toujours... Non. Puis j'ai toujours été dans des principes de collaboration. Et le peu de fois où j'ai... même la fois où j'ai travaillé avec une grosse boîte de production aux États-Unis, j'ai été la seule à refuser d'être un exclu. J'aime pas trop ce principe. Je suis toujours dans un esprit où on s'apporte les uns aux autres. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, chacun sa place. Et parfois, oui, bien sûr, il y a des rôles plus décisionnaires que d'autres. Mais j'ai toujours été solo. Pour les actrices porno, il n'y a pas de notion de royalties ou de... Non, sinon je serais millionnaire à l'heure qu'il est.
je serais C'est châtelaine. C'est un désert à ce niveau-là. c'est vrai, ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cette absence de confort qui fait qu'à un moment donné, on doit faire un choix, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé mon job en tant que coach, je n'avais pas le choix. Au bout d'un moment, c'est « Ah merde, mais là, en fait, je vais manquer d'argent. » Ouais. Ok, comment je vais faire bon, je suis formée en massage bien-être. Ah, ancienne actrice porno, médiatisée. Ça le fera jamais. Je vais avoir des problèmes, je vais me mettre en danger. Les gens vont penser que c'est une activité de prostitution déguisée. Mais oui, bien sûr. C'est normal que... Mais bien sûr. Déjà que le massage... Basile, s'il te plaît. Mais non, le massage pour moi, est déjà connoté. C'est trop évident. C'est genre en mode, mais non. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, mais je n'ai pas le choix, en fait. Il faut que je bosse. Et puis, j'aime ce que je fais. Et puis, alors, au départ, je me suis dit, bah, je vais masser que des femmes. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de me priver de masser toute personne qui a envie de se faire masser, jeune, âgée, en situation de handicap. Et tu t'es pas dit que, justement, cette notoriété et tout ce que tu avais bâti avant allait être une force commerciale? Alors, j'ai changé mon nom. Donc, à partir du moment où je gardais Katsuni, ça aurait pu être une force, puisqu'il y avait quand même, c'était une marque, il y avait, ça pouvait m'apporter des contrats que j'ai quand même refusés. À partir du moment où j'ai repris mon nom, beaucoup de gens m'ont dit « Ouh là là, mais tu te suicides en faisant ça, parce que là, tu te coupes justement d'une notoriété qui a été construite. » Oui, c'est un pouvoir, mais qu'il faut, comme tout pouvoir, qu'il faut savoir utiliser avec sagesse, parce que ça apporte aussi beaucoup de mauvaises opportunités, enfin de mauvaises rencontres. Des gens qui m'ont sollicité forcément parce qu'ils étaient attachés aussi à l'ancienne carrière, qui voulaient faire de la récup. Donc ça a été aussi à moi de couper, de dire non, ça n'a plus de sens, donc tant pis en fait. Tant pis si... je perds de l'argent, tant pis si j'intéresse plus. En fait, moi, ma vie, désormais, elle est là-dedans, avec toute sa part d'inconnu. Et c'est là-dedans que je veux être compétente. Mais ça demande des efforts. Et je pense qu'aussi, on a tendance à oublier la notion de travail. Comme dans le sport, vous voulez du résultat, pratiquez. Enfin, il y a juste une phrase, pratique même. Un mot. Ouais. C'est dans le JV, on dit beaucoup ça, c'est juste just show up. C'est juste viens et fais. Peu importe les hauts, les bas, les réussites, les perfs, etc. Si tu viens pas tous les jours, tu cherches pas. Mais c'est marrant parce que t'as même commencé je crois que ça tournait déjà, mais t'as commencé le podcast en parlant de permission. Ouais. De gens qui te donnaient leur feedback ou qui t'agressaient presque parce que tu voulais changer. Et c'est tout à fait l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est d'être complètement... guéri, sevré, voire de ne jamais avoir été exposé au concept d'avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Tu vois. Ouais. Moi, je me suis fait sevrer par un docteur connu là-dessus qui s'appelle le docteur Ammar, que j'ai été consulté à Dubaï. Mais moi, j'ai eu une carrière... moi, comme toi, j'ai commencé dans la nuit. Et en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de ça, je me suis dit, est-ce que la nuit... On s'est croisés. C'est possible. Non, mais je me dis, est-ce que la nuit, c'est pas genre un trou noir? Je connais personne qui a été dans la nuit et qui regrette pas le moment où il a été dans la nuit. Enfin, tu sais, cette notion de temps perdu, là, que t'as, tous les gens que je connais qui ont été dans la nuit, à part ceux qui y sont encore, on parle pas de la belle nuit. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je parle pas de la belle nuit. Je parle de boîtes, de clubs, Enfin, tout va bien. Hein, des endroits qui finissent en Je bagarre. te parle pas de... t'es à la fête privée de la 27e fortune italienne qui a loué le plus beau palais florentin. C'est pas ça. C'est nous, c'est le red light à Montparnasse, tu vois. C'est en mode... tu sers du champagne, tu pètes une bouche, et en plus, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, les gens fumaient encore. Hein, ça fumait dans tous les sens, ça se droguait dans tous les sens. T'as fait quoi quand t'as commencé? J'étais gogo danseuse et stripteaseuse. Ouais. Ah, d'accord. Mais il y avait déjà des clubs de striptease en France à l'époque? Non, mais il y avait du striptease dans les discothèques. T'avais pas besoin. Beaucoup de promoteurs mettaient des danseuses. Les enterrements de vie de garçons. D'accord. C'est... Et ça existe toujours, hein. C'est une partie de l'adolescence de plein de gens et de la jeunesse de plein de gens, mais moi je suis tombé dedans pour travailler. J'ai jamais aimé la nuit de ma vie. Jamais. Moi non plus. J'ai fait que travailler. Je suis une couche tôt. Moi j'écoute du métal, du hard rock, donc la musique de discothèque pas trop, ou alors du classique, tu vois. Donc j'aime pas la musique forte.
J'aime pas la musique Mais qu'est-ce que forte. t'as été foutre là-bas alors? Je Parce comprends pas. que tu gagnes très vite ta vie dans la nuit quand t'es jeune. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis pour allé. l'argent. Non, c'est parti d'un défi personnel. J'ai vu une gogo danseuse un soir dans une soirée étudiante où je m'ennuyais et je me suis mise à la jalouser en me disant, oh, putain, ouais, elle est vulgaire, nanana. Et puis en fait, je me suis observée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait à critiquer cette fille qui fait très bien son job? Est-ce que toi, tu serais capable de le faire déjà, en fait? Est-ce que tu aurais ce courage-là et peut-être même de faire mieux? À quoi ça Et démarre c'est une parti. vie Alors, mais moi, je passe. Regardez les... Ça va très vite. Ah, mais c'est ça, Le hein. maître fonctionne beaucoup au défi. Et quand je vois qu'un truc tu vois, grince, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Va chercher, ouais. Qu'est-ce qui fait, en fait, que ça te dérange? Et puis, c'était un jeu, parce que comme j'étais très coincée, que je détestais danser en boîte, j'ai toujours été celle qui restait assise, moi, hein, dans les pareil. booms et les... Moi, j'étais là pour la sécu, pour accompagner les gens Voilà. en voiture. C'était que ça, ma vie. Et donc, ça a été une blague. Au moment où je me suis retrouvée à être payée pour ça, je me suis dit, mais je vous ai bien eu. Sauf qu'après, ça a continué dans le porno. C'est, ah, je vous ai bien eu, hein. 13 ans plus tard, ouais, bon, la blague est peut-être la un nuit, peu si tu longue. veux, c'est vraiment un truc où tous les gens qui commencent... Alors moi, j'ai pas été gogo danseur, hein. Je suis rentré pour servir du champagne. À vous, Basile. Servir du champagne, il y a des gens bourrés et les encaisser très fortement. Mais la nuit, c'est un truc en fait, c'est dangereux la nuit. C'est dans le sens... C'est dangereux de toute façon... par le fait que c'est la nuit, que c'est ébriété, c'est violence, etc. Mais c'est-à-dire que la nuit, c'est vivant et ça t'emmène, la nuit dans laquelle on a été, je parle, hein, ça t'emmène quelque part forcément. Et toi, tu crois que t'es là, moi j'avais 3 tafs à l'époque où je bossais dans la nuit, je bossais dans 2 restaurants la journée et la nuit, j'étais au Raid enfin, ce qui s'appelait avant l'Enfer, le Raid, le Mixte, ça, la dalle de Montparnasse, tu vois. Et je buvais pas d'alcool, pas de drogue, j'étais ponctuel et jamais je prenais un euro qui était pas à moi pour les patrons de boîte, c'était béni, tu vois, genre en mode, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais oui, c'est ça. On m'a toujours dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, de toute façon, J'aurais pu les écrire gens un qui tenaient bouquin. la nuit, On ouais. pourrait écrire un bouquin qui pourrait s'appeler Qu'est-ce que tu fais J'étais là pas censée être là. Ouais. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais pas Ouais. censée être là. Ouais, ça me parle. et au final, la nuit, moi, m'a emmené, mais j'ai mis des années à réaliser, hein. La nuit m'a emmené dans les métiers que j'ai pratiqués après, à savoir la restauration. Après, j'ai eu la chance d'atteindre une nuit plus qualitative, etc. Mais moi, tu vois, cette sensation dont tu parlais de temps perdu, toi, tu parles de ta carrière, enfin, temps perdu, d'avoir gaspillé une certaine partie de temps dans une carrière X. Moi, je sais que j'ai cramé 10 ans quasiment. J'étais très content, hein. Je vivais avec des gens très bien et je remplissais le compte, mais j'ai fait que travailler pour les autres. J'ai enrichi des gens. J'ai pas pris un seul moment de plaisir de cette carrière-là. Et un jour, je vais pas te faire le truc aussi synthétique que ça, mais c'est presque ça. C'est que à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était moi le problème, entre guillemets, dans le sens où tant que je suis OK comme un débile mental pour aller travailler pour des gens, eux, ils sont ravis. Mais c'est tu ça. vois. Et c'était pas la... Je voulais revenir au point de la permission. C'était pas la permission de dire est-ce que je peux, s'il vous plaît, ouvrir les rideaux si ça vous gêne pas. C'était de toute façon, t'es tellement habitué à produire de la valeur pour l'autre que t'oublies qu'en fait. Et c'est le piège de ce qu'on pense être l'émancipation. Ouais. Et l'idée de la liberté, l'idée qu'on s'en fait. Quand on va dans ce type d'univers ou quand on va dans le milieu du X, il y a cette idée évidemment de transgresser. Alors après, il y a tout le rapport à l'éducation, la société, toutes ces choses-là. Il y a un côté très adolescent, c'est je veux exister et ça passe par la révolte et le je non et ça passe beaucoup par le corps. Mais c'est rentrer dans un autre système. Et moi, je me suis réveillée effectivement un peu tard en me disant mais mince, en fait, le système que j'ai pu dénoncer quand j'avais 18 ans, mais finalement, c'est le même principe, c'est de l'exploitation. Donc, bien sûr qu'on peut toujours en tirer une forme de plaisir. Mais attention, la notion de plaisir, c'est une info du cerveau. Hein. Oui. Là où tu penses avoir du plaisir, tu peux aussi te détruire. C'est le principe d'ailleurs des gens qui sont addicts au départ, qui vont chercher leur dopamine. Et à force de chercher de la dopamine, de la satisfaction et des sensations et des stimulations, bah, le risque, c'est de se perdre. Et le constat, il peut faire mal. Et c'est pour ça que je trouve du sens aujourd'hui. Je me sens à ma place dans mon boulot aujourd'hui. Parce que pour moi, accompagner, c'est justement donner une chance avec les outils qu'on a. On n'est pas là pour sauver les gens. Ce serait très prétentieux et dangereux de dire ça. Mais donner une chance aux gens de gagner du temps, d'éviter d'en gaspiller. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est important de proposer des déclics, des prises de conscience qui vont faire que les gens vont à un moment donné prendre une autre trajectoire, sortir de leur relation de couple toxique, sortir d'une relation professionnelle où
où ils se sentent exploités, humiliés, et même s'il n'y a pas de réponse derrière, parce que c'est pas aux accompagnants de donner la réponse, c'est aux personnes toujours de les trouver. Mais cet espace-là, cet inconfort justement, mais il est primordial. C'est dans le vide, c'est dans le silence, c'est dans l'inconfort, c'est dans le doute qu'on apprend à se connaître. Oui, bien sûr. Après, on peut aussi faire le choix, D'accord. parce que ça reste un choix de, je sais plus la pilule bleue ou la pilule rouge de Matrix, mais on peut faire aussi le choix de rester dans ce qui est une illusion. Et certains le savent. Hein. Moi, je connais des personnes qui vivent encore à Los Angeles dans ce milieu-là et qui m'ont dit, je sais que c'est une illusion, mais je préfère y rester. Ça ferait trop mal d'en sortir. Comme celui dans Matrix qui veut rester. Ah, celui qui mange un steak. Ouais. Je sais que ce steak est faux, mais il est tellement délicieux. Mais tu vois, moi, j'ai jamais eu trop de... Je suis pas très... J'éprouve jamais de jalousie, vraiment, pour les gens. Tu te parlais tout à l'heure de la gogo. Mais je suis plutôt même dans ce que Oussama... Enfin, c'est pas lui qui appelle ça s'appelle la compersion, mais il y a très peu de gens qui en parlent. C'est l'inverse de la jalousie, c'est quand t'es naturellement... heureux et... Ah, c'est pas très français, ça, j'ai l'impression. Oui, non, c'est bizarrement. Mais tu vois, quand je l'ai rencontré, lui, et que j'ai beaucoup plus cerné chronologiquement, parce que je connaissais déjà son contenu, son parcours, j'ai cru éprouver de la jalousie pendant un petit laps de temps, parce que je me suis dit, ce gars, à 14 ans, il était en train de faire des trucs, d'entreprendre. Après, il s'est barré dans la Silicon Valley. Et si je me suis dit, moi, j'ai cramé 10 ans à soulever des caisses, à servir des tartares à des gens qui se prennent pour des clients de Bristol, alors qu'ils, tu vois. C'était pas de la jalousie, mais ça m'a, à un moment donné, je me suis dit, je serais prêt à, j'allais dire un truc trop extrême, mais je serais prêt à payer très cher. Je serais prêt à payer tellement cher. Tu serais prêt à arrêter de marcher ? Non. Mais, pour avoir... après, c'est toujours... Tu vois, mais pour avoir pas fumé, c'est de mes 18 à 28 ans, à rien faire à part travailler pour... Après, j'avais besoin de travailler, hein, j'avais besoin de cash, mais tu vois, après, forcément, même quand il y a du storytelling, mais le simple fait, tu vois, d'avoir entrepris, d'avoir créé des boîtes, d'avoir échoué, d'être parti dans la Silicon Valley ou quoi que ce soit, ça revient à ce que tu disais au tout début, c'est que tu as l'impression que tu as sacrifié une partie de ton capital le plus important. Et donc, moi, j'ai cette sensation que tu dois partager, c'est que je cours derrière. Et c'est pour ça, là, on parlait de la performance. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas courir, en fait. Eh oui. Ouais. Ça, c'est vraiment... Non, marcher, c'est mieux. Marcher, ouais. Moi, je cours plus, je peux pas c'est trop une histoire courir, de conscience. Ouais. C'est une histoire de conscience. Et c'est ce qui définit l'anxiété, c'est ce rapport, ce conflit au temps. Je vais même être un peu plus extrême. Je pense qu'il y a des scènes folies. Et une scène folie, c'est d'ignorer le passé. Les gens disent tout le temps, il faut apprendre du passé, il faut apprendre de ses expériences, etc. Ah, mais c'est un conditionnement. Moi, je pense qu'il y a un moment, c'est très très bien aussi des fois de se dire, vas-y, reset, et je fais autre chose. J'aime bien me poser cette question, tiens, et si demain je me réveillais amnésique ? Ça peut être... C'est une quand on parle d'Alzheimer, évidemment que c'est terrible de perdre sa mémoire parce que c'est perdre une part de son identité, de ses liens aux autres, de son histoire, de qui on est. Et en même temps, je me dis que les personnes qui se réveillent amnésiques ont un pouvoir incroyable de se réinventer pleinement aussi. Hein. Ouais. Mais le principe de la méditation, c'est ça aussi, c'est faire le vide et d'être... de ne plus être, d'ailleurs, si on va encore plus loin. Il faut que je médite. Mais... Là, il faudrait que tu essayes les cabines 0G, ça t'aiderait beaucoup. Les quoi ? Les cabines 0G. C'est quoi, c'est des cabines fermées, donc t'as pas de lumière, et il y a de l'eau salée dedans qui a un certain angle. Et en fait, il y a juste ça qui flotte. Cabine sensorielle. Et tu perds toute connaissance de ton corps. Tu rentres en méditation assez rapidement. Moi, j'entends mon... Tu te dissous. Non, mais t'entends ton système sanguin. Ouais. Ça dure pas longtemps, non. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup relaxé. Ouais. Mais ça m'a pas soigné non plus. Mais après, c'est pas du tout comme ça qu'ils me l'ont vendu. Hein. Ouais. C'était en mode relaxation, récupération musculaire. Mais j'entends mon système sanguin. Apparemment, ça le fait à plein de gens. Mais normalement, ça doit pas durer très longtemps. Moi, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que l'expérience, c'est une richesse énorme. Elle peut pas être remplacée. Mais en même temps, c'est ce qui enferme. Parce que les croyances sont issues des expériences. Il y a bien pire que les expériences. Et c'est ce qui conditionne pour les choix. Il y a bien pire que les expériences. Il y a ton entourage. Ouais. Ça, c'est un truc. Les gens se font des images de toi toujours fondées sur... Tu vois, par exemple, Sandrine, que tu as vue hier, elle a une blague très drôle, mais moi, qui me fait plaisir et mourir de rire à la fin. Elle a un test, parce que c'est quand même... c'est la personne que je connais depuis le plus longtemps.
parce que c'est rare de rester quand même 20 ans dans ma vie. D'habitude, les gens, ils viennent, ils partent. Ils n'arrivent pas à tenir très longtemps. Et elle dit, il y a une façon très, très simple de savoir si quelqu'un connaît Oussama ou pas. C'est qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui prétend être ami avec Oussama, plus il a l'impression d'avoir une image figée de qui est Oussama. Oussama, il est comme ci ou comme ça. Plus cette personne ne le connaît pas. Elle a juste eu un snapshot une fois. Et parce qu'elle dit, moi, ça fait 20 ans, et à chaque fois, je suis surprise d'une phrase, d'un truc, d'un machin, d'une attitude. Parce que je me suis donné, moi, la permission d'être qui je veux quand je veux. À des points, par exemple, quand j'étais très rigoureux, et après pas rigoureux, après chaotique, pas chaotique, ordonné. Et c'est fou parce que moi, j'entends la résistance des autres, comme si des fois les gens se disaient, mais non, mais écoute, t'as pas le droit d'être comme ça va. Déjà que t'étais ça, tu vas pas maintenant nous faire ça. Et bien en fait, je t'emmerde. Je serai ce que j'ai besoin d'être au moment de l'être. Et je pense que les gens devraient beaucoup plus réfléchir aux besoins. Et il y a des gens, je comprends pas, ils ne veulent pas prendre le réel et les besoins comme une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu fais des choses, ça nécessite certaines choses, tu as le choix ou pas de les acquérir, mais tu peux pas dire, je suis pas comme ça, il faudrait que ça marche quand même. La dernière fois, j'ai un type en call, il me dit, oui, je fais un business, il y a très très peu de marge, faut faire attention à l'argent, mais je dépense tout. Et donc, je me suis dit, toi qui dépenses tout, t'as une solution? Bah ouais, fais un business avec des grosses marges. Bah non, je peux pas, ça fait 15 ans que je fais ça. D'accord. Donc, alors, comment dire, Oussama n'étant pas un magicien, non, je suis déçue. Je ne peux pas transformer la réalité pour toi. Donc, démerde-toi. Enfin, je sais pas quoi te dire, en fait. Mais c'est des oufs, les gens. Après, t'as des oufs en call, quand même. Oui, mais c'est des oufs. C'est-à-dire que... Et pour moi, c'est ça, la vraie folie. Pour moi, souvent, on dit, ce type, il est fou, il a fait quelque chose de dingue. Mais non, ça, c'est plutôt rationnel de faire des trucs dingues. Parce que très, très peu de chances de succès, mais très, très gros payout. Mais ces gens-là, ils font n'importe quoi. Et en plus, ils ont l'impression d'être raisonnables. Maintenant, tu comprends comment je vais pas mettre en danger ma famille en faisant un autre métier. Ah bah oui, t'as raison, il vaut mieux la mettre en danger en le faisant mal. Ou sinon, fais le choix d'être rigoureux, tu vois. Ah bah non, c'est trop chiant. Il y avait une phrase comme ça, je sais plus, sûrement dans un film, c'est trop copyrighté pour être un truc littéraire, mais c'était vu que la prudence, c'est la plus grande forme de folie ou la plus grande forme de danger, je sais plus. Ah oui. C'était un truc un peu philo, tu vois, mais plus t'es prudent, plus t'es malsain dans ta tête, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose de malsain derrière qui t'oblige à être figé sur une situation, un confort, un acquis. Oui, ce sont les histoires qu'on se raconte aussi. Parce que finalement, est-ce que ces personnes-là qui consultent veulent vraiment du changement? Elles veulent qu'on leur apporte parfois une solution. Moi, j'ai aussi ça, et encore plus avec l'hypnose, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances autour de l'hypnose, sur le côté, la séance magique, en une seule session. Tony Robbins ça reste un outil. Ça reste nous a tous fucked up là-dessus. Et les personnes sont actrices de leur changement. Et d'ailleurs, une séance d'hypnose, la personne fait. C'est pas le praticien qui fait pour l'autre. Mais on en revient à la notion de liberté et de responsabilité. Est-ce que les gens veulent vraiment utiliser leur liberté? Mais je fonctionne aussi comme toi par rapport à cette histoire de je suis qui je suis au moment où j'ai envie de l'être. Parce qu'on n'est pas une seule chose. On a tendance à s'enfermer dans le rôle qu'on s'est donné. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais je vois la vie. J'ai toujours vu la vie comme une scène de théâtre. Et là, je le vois même un peu plus comme un jeu vidéo. Je m'amuse à m'imaginer que mon âme, en fait, enfin mon être, est quelque part là-haut dans les nuages, à se marrer, côte à côte avec ses potes, avec son joystick, et que je suis l'avatar qui se balade dans ce monde-là, avec ses plateaux, avec ses boss. Ah ouais, c'est vrai, je savais pas. Et du coup, il y a ce côté, j'ai tant de ressources, j'ai tant de capacités, quel chemin je vais emprunter? Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être un chevalier. Aujourd'hui, j'ai envie j'ai envie d'être le mec qui laboure son champ. J'ai envie d'être... On parle aussi de la notion de genre aujourd'hui, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut incarner. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'être dans ma part féminine. Je vois plutôt les choses comme ça, en fait. Elon Musk dit que toutes les situations ubuesques de la vie s'expliquent par quelque chose de très simple.
c'est toujours le résultat le plus drôle pour une third party invisible qui nous regarde. Ouais. Il dit, c'est comme un scénario de film où le scénario se dit comment on peut faire marrer les gens. Ah bah tiens, on va mettre un peu de folie. Mais Et il dit que ça explique toutes les situations ubuesques de la vie. Mais non, mais je suis les scénaristes. On est les scénaristes, les acteurs de nos vies. Ma mère m'a toujours dit que si je voulais être une star, fallait vivre ma vie comme un film. Ouais, c'est ça. Je trouve très drôle cette phrase. C'est pas faux. Et c'est marrant parce que ma façon d'apprendre les choses, moi, donc moi, un de mes pouvoirs magiques, c'est que j'arrive à apprendre beaucoup de choses assez facilement. Et ma façon d'apprendre les choses, c'est de toujours commencer par le faire semblant avant de le faire savoir. Parce qu'en fait, par exemple, si je me dis, tiens, je vais apprendre un truc de droit, je vais essayer de me déguiser en avocat. Parce qu'en fait, l'incarnation, les vêtements, la gestuelle, tu vois, et quand je vais lire... Je vais me mettre comme ça, etc. Complètement, il y a une posture, une manière de poser ta voix. Exactement. Et le fait d'y croire... Et t'apprends beaucoup plus vite quand t'es dans le personnage que quand tu l'es pas. Parce que t'es en cohérence totale. Mais c'est le Dux... on mérite pas d'être Dux. Tu vois, c'est toujours cette le... scène... En fait, on est des grands fans de Kaamelott. Tu aimes Kaamelott ? Ouais, mais je l'ai pas... T'as pas poncé. Je l'ai pas suivi de manière Moi, je l'ai tellement poncé, Kaamelott, que quand je dors, en m'endormant dans un épisode... Je dis les dialogues en dormant. Non, mais c'est... pour te dire. Et il y a une scène qui donne des frissons où un général, un empereur romain dit à Alexandre Astier, qui joue un personnage, qui lui dit on ne devient pas chef de guerre par mérite, on mérite la chance d'être devenu chef de guerre. Et que le mérite, ça met des années à venir. C'est après, en fait. C'est comme le lien à la performance. C'est comme des fois, je faisais pas attention, mais je disais ça de temps en temps en mode quand les gens ils veulent être absolument sûrs de quelque chose sur quelqu'un, d'avoir une opinion arrêtée. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter Oussama et que certains. Moi, je viens pas d'un endroit, enfin, d'un entourage où on s'enflamme parce que dans notre entourage, il y a quelqu'un qui a eu un article dans l'Express. Tu vois, là d'où je viens, il y a plein de gens qui ont des soucis et ça va très bien. Et personne juge. Mais dans les milieux professionnels, il y a des gens un peu plus guindés, tu vois, où dès que c'est pas tout de suite dans les bonnes cases, il y a quelqu'un qui m'a dit mais t'es sûr que... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit tu fais attention. Oui. Bref. Et il dit mais t'es sûr que c'est un gars qui est clean? J'ai dit, alors déjà, que veut dire clean? Mais de toute façon, c'est comme dans les films, tu sauras qu'à la fin. Mais tu vois, non mais c'est horrible, mais tu sauras qu'à la fin. Parce que même, et ça t'avais fait un décrochage avec Thibaut dans son podcast sur Vennec, c'est-à-dire que même ceux qui t'ont l'air les moins clean, à part certains où vraiment on sait, à la fin tu peux être surpris, mais quand je dis la fin, je parle de la fin de ta vie. Ouais, bien sûr. Et donc, si tu renonces à savoir vraiment, dis-toi que c'est à la fin qu'on mérite. Donc, oublie de vouloir mériter avant, tu vois. Et ça, moi, je me torture le cerveau avec ça. Parce que moi, j'ai une culture inversée de ça. C'est tu mérites d'abord. Tu vas chasser le droit d'y aller, ce qui ressemble un peu... C'est une manière guerrière de définir la permission. Tu vas arracher le droit d'y aller, mais en fait, t'as pas besoin de droit d'y aller. Tu peux juste y aller tout court. Exactement. Et tu crois que ça a de la valeur, et tu perds un temps monstre à faire ça, pour pouvoir après t'asseoir dans la chaise de l'avocat là, en disant ça y est, j'ai fait 27 ans d'études, on peut m'écouter, et tout le monde est mort dans l'histoire. La question de la légitimité, on peut la chercher, la légitimité, l'attente de la reconnaissance. Il y a des personnes qui construisent des carrières là-dessus, et qui, si elles ont tout atteint, les chiffres, les titres, c'est l'effondrement. C'est merde. Ça s'écroule, qu'est-ce que je suis sans ça, en fait? Qu'est-ce qui reste? Et je suis toujours insatisfait. C'est là la différence entre la satisfaction et le bonheur. Oui, qui n'a rien à voir. On est plutôt fort pour faire... T'as vu, on a fait une super boucle. On fait des boucles. C'est vrai, ça arrive pas dans tous les épisodes. Les discussions comme ça. Mais il y a un truc qui peut faire gagner du temps aussi, c'est la notion de jeu. De jouer à... Ah bah ça, oui. Tu vois, par exemple, le fait de jouer, être l'avocat. Les jeux de rôle, mais c'est puissant, les jeux de rôle. Et en hypnose, on le pousse encore plus loin. C'est un instrument de sexualité très sous-estimé, les jeux de rôle. Oui, aussi, mais de manière générale, pour même faire des choix, choisis un personnage, par exemple, un truc typique pour les problèmes de confiance en soi. Quelqu'un qui me dit j'ai du mal à faire un choix parce que je manque de confiance, j'hésite. Ok,
quel personnage pour toi incarne la confiance en soi? Ok. Un personnage existant ou peut-être fictif? Je sais pas, un mec qui incarne la vérité, la confiance. Russell Crowe dans Gladiator. Ok, tu vas être Russell Crowe dans Gladiator. Et le principe de la séance va faire que la personne va vraiment l'incarner. Et ce qui est magique, c'est que là, on n'est plus dans le mental uniquement, on est vraiment dans le ressenti. Et je me suis retrouvée à avoir des personnes en face de moi. Alors, c'est vrai que c'est une référence qui ressort souvent, mais qui vont vraiment, à ce moment-là, changer de posture, alors qu'ils sont, tu vois, ils sont les yeux fermés. Ils changent de posture parce que on est dans l'incarnation, on est dans le ressenti. À partir du moment où on est dans cette autorisation, je m'autorise à être quelqu'un d'autre, au-delà de mes conditionnements. À partir du moment où moi, je sais pas, homme plutôt introverti, ou je manque de confiance en moi, je suis le Russell Crowe dans Gladiator, je perçois mes choix différemment. Là, ça devient plus limpide. Parce qu'il y a cette incarnation-là, il y a ce ressenti-là. C'est un jeu que je vous encourage à faire. Tout le monde va jouer Maximus. Et Maximus, voilà, c'est ça. Et après, il est possible aussi de combiner plusieurs personnages et de prendre les qualités de tels personnages pour les... De construire un avatar idéal. Ok, quand je me mets dans la peau, littéralement, de cette personne, qu'est-ce que je change dans ma vie? Dans ma manière de parler, c'est magique. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est beau dans ça, ce qui est beau, c'est parce qu'on pourrait choisir Maximus mais ça peut être... peu importe, ce qui compte, c'est... parrain ou quelqu'un qu'on connaît. En fait. Mais c'est qu'on choisit soi. C'est pas toi, la personne qui initie le jeu. Imagine si t'étais Superman. Mais non, parce que là, c'est imposer quelque chose et des références. C'est la personne qui choisit son personnage a peut-être une autre vision de la confiance en elle, et peut-être qu'elle va choisir Mickey Mouse. Et du personnage en plus. C'est-à-dire qu'en fait, même 3 personnes qui vont choisir... Maximus vont pas du tout l'avoir on n'a pas la même cohérence et on n'a pas la même vision du tout, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant de voir ce qu'ils ont identifié. C'est comme les caricaturistes. Aucun caricaturiste pourtant il respecte des règles de dessin. Sauf ceux qui sont juste des artistes, mais aucun caricaturiste fait la même caricature de quelqu'un. Pourtant il respecte les mêmes règles. Pourquoi? Parce qu'ils voient pas les mêmes choses. C'est ça qui est incroyable. J'ai vu ça à Montmartre de mes yeux. Tu sais, dans les trucs où ils te vendent ça 30 balles après. C'était ce que je voulais dire. Quand j'étais ado, je rêvais de devenir caricaturiste à Montmartre. T'as grandi où d'ailleurs? En Haute-Savoie, à Annecy. Ah, donc t'es d'Annecy. Oui, je suis d'Annecy à la base. Qu'est-ce que c'est beau Annecy? C'est magnifique. J'étais à Annecy pour la première fois de ma vie là, pour le festival du film d'animation. Et c'est magnifique. Moi, c'est mon goal si je reste en France long terme avec ma famille. C'est un privilège de grandir au bord du lac. On est obligé d'être poète quand on grandit dans un environnement comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça a tellement de succès que c'est difficile aussi de trouver la quiétude au bord de l'eau. Bon. Tu trouves qu'il y a beaucoup de monde? Parce que même pendant le festival, j'ai trouvé que c'était paisible. Peut-être parce qu'elle a le point à prendre, tu vois. Bon, c'est vrai que je suis très... j'ai un esprit corse, moi. Non, mais c'est comme... c'est mon lac. Quand j'ai des potes américains ou je sais pas, d'Australie qui viennent à Paris. Je vis mal. Ils comprennent pas pourquoi je suis en dépression sur Paris. C'est génial, Paris. Non, c'est pas génial. Si tu voyais Paris il y a 20 ans. Mais nous, on n'a pas vu il y a 20 ans. Ah ouais, mais Paris il y a 20 ans, c'était incroyable. Ouais, mais tu peux que leur raconter, en fait. C'est pareil pour toi, Annecy. Toi, tu l'as peut-être connu. Je me souviens de l'époque où on traversait Paris en 20 minutes. Mais... Moi, j'en suis malade quand je vois des graffitis. Dernièrement, j'ai vu un graffiti dans la vieille ville. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, non, pas là, quoi, s'il vous plaît. Ouais. C'est censé être une petite ville tranquille, de montagne. Et c'est vrai que ça devient un peu un Disneyland touristique. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça a été une chance. J'aime énormément cette ville. Et j'ai aussi bossé à Los Angeles, mais j'ai pas du tout accroché. Moi j'ai pas du tout aimé. Je suis pas allé vivre, hein. Je suis passé, mais pas du tout. C'est particulier. Tu es resté combien de temps, Ellie? J'y ai bossé par intermittence pendant des années. J'y ai vraiment vécu 3 ans. Et alors l'esprit américain? Alors moi je l'ai. Pas accroché? Non, enfin alors non. Il y a quand même des choses incroyables, une énergie. Ouais. Justement, cette idée ce sentiment d'autorisation, où vraiment, si tu veux, tu peux. Anything is possible. Ah voilà, il y a ce côté. Non mais c'est dingue, c'est vrai, il y a cette notion d'espace. Les phrases commencent par oui. Alors après, bien sûr, il y a des conditions. Faut se donner les moyens, faut se bouger. Mais je trouve que c'est en tout cas Los Angeles, parce que je peux pas parler par rapport au pays
entier, mais à Los Angeles, je trouve qu'il y a vraiment un esprit d'entrepreneuriat, de permission, justement. Et ça, c'est très, très valorisant. Il y a vraiment le côté... Alors après, ils sont beaucoup dans le amazing, c'est très excessif. Mais quand même, il y a une énergie qui fait qu'on a envie d'y aller. Et quand je suis revenue en France, c'est vrai que je me suis sentie assez muselée. L'administration en France, en tout cas de mon expérience, est quand même très lente et très... on a l'impression que les choses sont compliquées. C'est en tout cas mon ressenti. Hein, mais... Au-delà de l'administration, parce que l'administration, on pourrait se dire, on le sait, c'est une tradition chez nous de tout rendre compliqué, mais quand tu passes trop de temps dans des pays un peu comme ça, tu te rends compte des tiens, à quel point les gens quittaient en permanence quand tu rentres au pays, à quel point ils impriment en fait ta propre cervelle avec du non, mais ça c'est pas possible. Le rapport au risque en fait. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas allé trop. J'ai l'impression que la France suit. Et alors qu'est-ce que t'as pas aimé aux US? Le quotidien en fait. Moi j'aime bien marcher. Mais là-bas, ça prend une autre proportion. Annecy, Los Angeles, c'est dur. Ouais, c'est ça. J'aime bien les petites rues pavées, les petits cafés. Oui, typique de Los Angeles. avec un fusil d'assaut, mais ça, c'est un autre... Donc, j'étais la seule à être en vélo, là-bas. J'étais dans les transports en commun. Ah ouais. En vélo? Vélo, voiture... Tu fais du vélo, Tu t'accroches au bus. Non, mais c'était vraiment dans la vie, au quotidien, dans les petites activités. Mais sinon, alors prendre le bus, c'est une aventure. C'est une expédition. Déjà, il est jamais à l'heure. Et en même temps, c'est être en contact en même temps avec une autre partie de la population, parce que là, tu dis ah oui, d'accord, pas de blanc dans le bus, tiens. Bon, ça a été assez intéressant. Mais j'avais vraiment un grand manque de la proximité, des odeurs, des marchés. Au bout d'un moment, ça me rendait dingue, quoi. Dans les supermarchés, tout est parfait, tous les fruits et légumes sont lisses, et pas d'odeur, en fait, pas de texture. Quand je revenais à Paris, j'étais contente de sentir les odeurs de tabac, de café, même d'entendre les gens râler, parce que ça me ramenait au réel. Et ce qui m'a manqué, je pense, là-bas, c'est ce côté piéton, ce côté petit village. D'ailleurs, on a découvert quelque chose récemment, c'est que râler était une forme d'intégration sociale en France. Je ne m'étonne pas du tout. Parce qu'on a une amie japonaise qui vit à Paris depuis 2 ans, et je l'ai vue, et elle râle surtout, et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment, elle a souri, elle m'a dit... Non, mais tu sais, si tu râles pas, les gens, ils t'intègrent pas. C'est mignon. C'est mignon et horrible en même temps pour nous. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, on m'a déjà fait plusieurs fois la réflexion inverse, parce que quand tu dis que t'es français, je sais pas pourquoi les Australiens, ils sont fascinés par la France, mais j'ai pas mal de potes australiens, et notamment du cabaret, etc., qui sont venus soit pour performer, qui sont repartis, etc. Et ils me disent, déjà, quand t'es français, on sait que tu es négatif. Ok. Mais quand t'es parisien, dans leur tête, c'est une pathologie, en fait. Ils disent, c'est marrant, toi, tu râles pas trop. Je dis non, mais en fait... tu vois, c'est bizarre. Et peut-être même que les Français peuvent râler qu'avec des Français. Tu vois, parce que tu parles d'intégration sociale, c'est peut-être juste une manière de communiquer entre nous. C'est sûr que quand j'ai vécu aux US, au début, moi, je me suis fait très rééduquer là-dessus, par exemple. Toi, t'as été à SF direct ou... Ouais, enfin, LA, SF, ouais. Mais... Tu te fais rééduquer, en fait. Moi, j'ai détesté LA. Les gens, ils te disent, mais pourquoi tu te plains? Je dis, c'est vrai, ça, pourquoi? Mais en fait, quand tu râles et qu'à côté de toi, le mec, il surenchérit. Oui, mais en fait, on se nourrit mutuellement. Oui, voilà. Mutuellement. Quand tu râles et qu'il y a un mec à côté de toi qui fait... ça laisse un vide. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah merde, qu'est-ce que je fais? Et en revanche, j'ai l'impression qu'ils ont du mal avec la modération. Les nuances. Il n'y a pas de nuance. C'est tout ou rien. C'est pour ça qu'ils sont fascinés. C'est amazing. C'est pour ça qu'il faut faire très attention mais de dire, à ce que tu dis, ça va. Juste de dire, non, ça va, c'est bien. Non, ou c'est pas mal. Ou Attends, mais je vais te faire la blague, c'est pour te dire, en russe, quand tu demandes à un russe comment tu vas, Kagdila, il est très courant qu'il réponde normal. Oui. Et moi, ça me crispe. Parce que quand quelqu'un te dit... T'imagines, tu dis alors, ça va? Normal. Et là, t'es là. Bon, dis-moi ce qui va pas. Mais non, tout va bien. Mais tu viens de me dire normal. Oui, pour eux, tout va bien, c'est le seuil de normalité. Et tu vois, en fait, aux US, tout ce qui est en dessous d'amazing est catastrophique.
En France, tout ce qui est en dessous de pas mal est catastrophique. Et En France, c'est surtout tout ce qui est au-dessus de pas mal est en suspect. Russie, c'est vraiment très très bas. Ouais. Pour dire que ça va pas en Russie, je sais pas ce qu'ils disent. Mais il dit plachaya, c'est... Genre, c'est la cata. Et c'est vrai que le russe, t'as l'impression que c'est... On parlait tout à l'heure du sans filtre. C'est c'est la langue de la vérité. Et puis après, les autres, c'est les latins, les US, c'est... Nous, on parle beaucoup en négation, par exemple. C'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est incroyable. Oui, mais non. En plus, apparemment, neurologiquement, c'est terrible. Alors... Oui, parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. J'avais suivi la conférence d'un mec qui débunkait ça. Le côté, le cerveau ne comprend pas la négation. C'était extrêmement plausible ce qu'il disait, c'était absolument pas ça. Mais par contre, c'est le... on est... En gros, on nourrit soit la réflexion par affirmation, pas par positif, par dire des choses qui ne sont positives, non négatives, soit on nourrit la réflexion par négation. Mais on peut pas nourrir les deux en même temps. Et en gros, il t'explique qu'un Français, il résonne en... Il résonne pas négativement, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'il dit, c'est mauvais, mais il résonne en négation. C'est vrai que d'étudier les langues donne beaucoup d'infos sur la culture. C'est fou, moi, j'ai mon chéri qui parle chinois, et il m'explique comment fonctionne la langue. C'est très, très imagé, très pragmatique. Okay. Il est chinois ou Non, il est français, mais il passionné de la culture chinoise. Et tout est logique, imagé et très poétique aussi en même temps. De toute façon, le chinois, c'est une langue marrante, parce que c'est quand même une langue qu'ils ont dû simplifier pour que les gens puissent l'apprendre. Ah ouais? Ouais, c'est Mao, son grand drame. Un des drames chinois dont on parle pas, c'est la révolution culturelle, qui a vraiment détruit énormément de pans de la culture chinoise, parce que Mao est venu et a dit cette langue est trop imagée, trop compliquée, on va faire le simplified Chinese. Et c'est dommage. Bien sûr. Ok, je savais pas du tout ça. Parce que on est 1,9 milliard, faut arrêter les conneries. Ouais, donc il y a une trop grande égalité. Non, mais c'est dommage parce que c'est retiré du sens, justement. De toute façon, ils ont vraiment... Enfin, pour moi, dans les crimes horribles de l'humanité, au même titre que... ce qui s'est passé en Allemagne nazie, la révolution culturelle et le fait d'avoir détruit des pans entiers de culture comme ça, c'est vraiment horrible, en fait. C'est du niveau de ce qui s'est passé avec les Khmers rouges. Quand c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vraiment, à un moment, des gens changent le cours du temps et le cours de ce qui est possible, parce qu'ils détruisent tellement qu'en fait, ça peut plus être pareil, en fait. Et on le voit, moi, un endroit que j'adore sur Terre, c'est Taïwan. Ah oui, il paraît que c'est magnifique. Taïwan, c'est hors du commun. Taïwan, c'est la ville de Robert Kiyosaki, non? C'est pas là qu'il a grandi? Non, il y a Hawaï. Pardon. Non, Taïwan, rien à voir. Non, Taïwan, c'est là où Phil Knight a commencé son business avec Nike. Pardon, c'est pour ça. J'ai fait un croisement. Et Taïwan, tu sens en fait une culture millénaire, en fait. Ah ouais? Oui, parce qu'il n'y a pas eu la révolution culturelle. C'est tous les Chinois qui se sont enfuis et qui sont venus s'installer à Taïwan pendant l'ère maoïste. C'est ça, en fait. Taïwan, c'est la version capitaliste de la Chine qui a perduré. Et il y a même dans la cuisine, même dans la culture, même dans leur façon de parler, etc., tu sens quelque chose qui vibre un peu différemment. Bon, on va jamais mettre les pieds en Chine, nous, après cet épisode, mais... Voilà. Voilà, on vient d'être banni de la Chine en un épisode. Oups. Mais ouais, il y a un côté... Moi, j'ai autant envie d'aller en Chine qu'à Taïwan, à vrai dire. Les deux m'interpellent. La Chine, moi, j'ai pour y avoir été immense. Beaucoup. Ah ouais, c'est jamais été. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est quoi la destination là où t'as envie d'aller prochainement là? Là, je retourne au Japon, là. Encore? Mais oui, mais alors attends, c'est quoi cette affaire, là? T'arrêtes pas, là? Bon, après, c'est normal. Ouais. Non, mais là, j'essaie d'avoir une excuse pour travailler au Japon. Donc là, j'essaie d'aller recruter quelqu'un au Japon pour tu cherches un bureau au Japon. Comme ça, tu vois, maintenant, j'aurais pas l'impression de dire je vais en vacances. Oui, c'est ça, c'est l'excuse. Attends, il faut que j'aille au bureau. Mais en fait, c'est pour ça que tu montes. Mais ça vient de m'apparaître, mais de manière limpide. Mais depuis le début. Non, en plus, au moment où il commençait à bosser là-dessus, en même temps, il me disait, mais au Japon, tu vas voir, parce qu'à la base, on devait faire un crochet au Japon, tu vas voir les cerisiers, machin, les marches et tout. Et en même temps, il me donnait des indices, il me disait, tu vas voir. Et en fait, je viens de comprendre. Ton projet, c'est que pour aller au Japon régulièrement. Ok, oui, parce que tu montes. Mais t'as communiqué là-dessus. Tu seras obligé d'aller au Japon après, oh là là. Ouais, t'imagines. The Lira Haruto. Non, mais je me dis, une semaine par mois au Japon, c'est le bon rythme. Oh là là. Ah, classe.
Ok. En plus, de Dubaï, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Tu rigoles, c'est aussi long en fait. Ah ouais? Ouais. Attends. De Paris, c'est 14 heures, de Dubaï, c'est 12 heures. J'ai jamais compris, moi, les distances. Parce que, de toute façon, on ne voit pas On la. nous ment. Non, mais c'est pas Non, mais là, il y a un qu'on nous ment. problème mathématique. Mais non, il n'y a pas de problème mathématique. C'est parce que tu ne sais pas quelle est la taille réelle des pays. La carte que tu vois ne représente Non, pas non, du mais tout c'est le pas ça, monde. c'est que je pensais que. Bah, regarde, si tu te le représentes sur un planisphère, tu le comprendras mieux. Non, mais je vois ce que Tu tu veux vois dire, la disparité des Regarde. mesures. Mais... Tu vois regarde mon. Oui, mais les avions font pas ça. Hein. Comment ça? Les avions font pas ça. Contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire Ils font souvent ça, les avions, tu vois. C'est-à-dire qu'un avion qui va. Bah là, l'avion Paris-Tokyo, il passe par l'Antarctique et il redescend. Oui. Oui. Il fait, je veux dire, ils font pas tout droit comme Non. on le pense sur une carte. Oui, mais Ok. c'est ça que Bon, je en te tous les cas, présente. c'est 12 heures. Tu vois En tous les cas, c'est 12 heures. En tous les cas, Donc, c'est 12 heures. ouais. Non, c'est long. Mais Mais c'est pas grave. une fois par mois, 24 heures de vol. Ouais. Non, mais parce que lui, il fait beaucoup. Moi, j'ai fait il beaucoup bouge plus beaucoup, que ça. mais c'est Ouais. des gros vols. Enfin, 12 heures, ça va encore, en fait. Moi, j'ai. Ouais, 12 heures, ça va. Pendant 3 ans, j'ai fait. Moi, grâce à Adam, maintenant, je sais que 12 heures, ça va, parce qu'en business, en vrai, 12 heures. Mais ça, c'est un de nos collègues c'est à un Dubaï. cadeau empoisonné qui t'a fait. Ouais, non, Ouais. non. Non. Parce que il savait ce qu'il faisait. En fait, quand je suis parti de Dubaï avant l'été, pour mon dernier trajet, moi, tu sais, comme on dit, c'est started from the bottom, c'est-à-dire les classes business, les premières, ça n'a jamais fait partie de ma vie, mais c'est normal, tu vois. Mais pas que dans l'avion, dans le métro aussi, tu vois. et je sais pas pourquoi ce qu'il lui a pris. Adam, un de nos camarades de là-bas, m'a dit, bah, comme lui, il voyage avec le boulot et tout, j'ai pas mal de miles, je t'offre le business, la business pour ton retour, tu vois. Donc moi, j'étais tout content, etc. Tu sais, je suis le genre de mec qui exploite pas du tout le potentiel, qui est tellement subjugué par l'expérience que je vais juste être en constat. Et donc, je vole en business. Et ma femme vient me chercher à l'aéroport et je lui explique. Et je lui dis, j'ai compris à quoi sert la business. Donc, en mode, on s'en fout. Enfin, c'est très bien que tu puisses boire un Poulini 2009 avec une écaille de je sais pas quoi et une hôtesse qui vient de voir toutes les 30 secondes. C'est pas ça, c'est juste que faire un trajet en éco, ça te prend de l'énergie. Faire un trajet en business, si tu le choisis, ça t'en donne. C'est la seule fonction du business, en fait, pour moi. Et attends de voir la first. Oui, non, mais la first, la first, là, tu pars dans les délires de luxe. Ouais. Ouais. Mais la business, pour moi, je pensais que c'était une histoire de luxe et de machin. Mais non, c'est une le fonction. travail, Mais il te le dit déjà pas du tout comme ça. C'est une fonction de est-ce que tu veux que ça te coûte ou que, ça te rende de l'énergie, tu vois. Ouais. Donc, aller une fois par mois au Japon en business, 12 heures de vol, une fois deux, moi, il n'y a pas de problème, je signe demain. Ouais, c'est vrai. Parce que je bosse mieux en business. T'as été au Japon, toi? Non. T'as jamais été Non, au je Japon? sais. Non, moi non plus. Mais en fait, ça fait partie quoi des cette histoire? destinations. Tu sais qu'en plus, t'es une icône. au Mais Japon. non, mais non. Mais si. Comment C'est possible très Bah, probable s'il te le dit que ce soit vrai. hein. T'as un. Je suis pas du tout au courant. Ah bon. J'ai des Chinois Moi, je qui suis me une icône, contactent, non, pas moi, des je sais pas, Japonais. non. Non, mais en fait, ça fait partie des destinations que je sacralise tellement en me disant oh là là, c'est tellement incroyable, ça va être tellement une autre planète, il faut que je prépare, il faut que je peux puisse pas y aller partir comme ça. longtemps, Ouais. il faut forcément partir au moins 3 semaines. Comme la Nouvelle-Zélande, pareil, la Nouvelle-Zélande, c'est mon grand rêve. moi aussi. Du coup, j'y vais jamais parce que c'est toujours le truc Mais inaccessible. il faut faire l'inverse. Faut y aller. Et du coup, je suis faut y partie aller dans 3 plein jours d'autres pour trucs. voir. Bah c'est ça, en fait. Je me dis, bon, au bout d'un moment, il faut arrêter d'idéaliser, de rêver du voyage parfait et juste partir quand ça sera possible. C'est toi qui m'as dit. Bon, je sais quoi te Après, moi, faire comme à chaque cadeau, fois, ouais. pour ta Non, mais à liste. chaque fois que je suis partie, moi, en fait, justement, je pars pour apprendre. Donc, tous mes derniers voyages, c'était pour partir en Thaïlande, me former en massage ou... À chaque fois, je pars Non, pour mais bosser. il faut que t'ailles au Japon. Tu peux pas ne pas. Mais aller je au sais, Japon. j'en rêve parce que c'est en plus le rapport aux traditions et puis le rapport aussi au karaté, mine de rien, c'est quand même. Bah, moi c'est pareil, tu j'ai vois, pas fait de karaté, mais beaucoup d'arts martiaux, forcément japonais. C'est toi, en tout cas, quelqu'un m'a dit, mais je pense que c'est toi, si tu vas au Japon, vas-y seul. Voyage Ouais, seul. c'est moi qui ai dit ça. Ouais. Enfin, la première fois que tu y vas pour découvrir. Alors, Faut quand même avoir en tout cas des balises, savoir où tu vas parce que vraiment, en fait, il y a un hack au Japon. C'est que ça me revient. l'expérience du Japon à deux n'est pas la même expérience que du Japon seul pour une raison simple. C'est qu'à partir du moment où t'es deux, il est impossible que les Japonais connectent avec toi. Impossible. C'est leur bulle, tu vois, ils sont très timides, etc. Si t'es tout seul, ils sont tellement désespérés pour toi d'être seul, notamment au resto, machin, qu'en fait, ils ont pas le choix. Ils doivent faire d'immenses efforts pour connecter avec toi, parce qu'ils se disent ça doit vraiment être catastrophique pour qu'ils voyagent seuls. Ok. Et j'ai organisé pour Sandrine un voyage seul au Japon, où pendant 15 jours, elle a été dans des endroits que j'avais réservés, etc. Et elle a eu un traitement, mais hors du commun.
Et en fait, on avait passé une semaine à 4 entre Et tu amis. l'as laissé après. Et après, je l'ai laissée toute seule. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Ah ouais. Quand tu vas au Japon à 2, 3, 4, tu ne parles jamais un japonais. Ouais. Jamais ils te parlent. Ouais. Alors, Et si tu essaies de leur parler et que tu es plusieurs, c'est trop pour eux, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que de manière générale, vivre un voyage seul ouvre tellement plus de, Ça de dépend. possibilités. Mais la frustration de ne pas partager, c'est ça qui est beau Oui, aussi, oui, bien sûr. de pouvoir vivre. Mais il faut être un peu égoïste des fois. C'est vrai, et puis en même temps, tu te Ouais, dis... mais je l'ai été longtemps, justement. C'est pas grave. Être allé seul à un endroit, c'est peut-être le seul vrai moyen d'en tomber amoureux. Mais ça pleinement. dépend parce que par exemple, tu vois, il y a des endroits où plus tu es, plus ton expérience est bonne. Par exemple, Et puis l'expérience change. le Brésil. Tu vois. Ouais. Tu voyages seul au Brésil. Non, mais il y a des destinations, je pense que tu sais déjà que c'est pas fait pour être seul. Mais Mais, si tu vas à plusieurs au Brésil, c'est tout de suite la fête, quoi, en fait. moi, des destinations que je trouve fascinantes, et je dis ça alors que j'ai presque pas voyagé dans ma vie, mais c'est un truc dans mon cerveau, c'est quand je vais 2 fois au même endroit avec un laps de temps suffisant et que j'ai vraiment l'impression de vivre le même moment en termes de qualité et d'appréciation, ce qui est extrêmement rare. Tu vois. Après, s'il y a un élément perturbateur facile à identifier, tu sais que la dernière fois, il n'y avait pas le mec en train de vomir à côté de toi, c'est normal que tu ne vives pas la même expérience. Oui, alors mais même, tu vois, en termes de restaurant ou d'hôtel, quand un endroit me délivre les mêmes sensations, la même satisfaction 2 fois à un laps de temps, je me dis, ça, c'est incroyable, tu vois. C'est le goal. Et alors, un pays en termes d'échelle, ça doit être... Parce qu'il y a des moments de grâce où tu as vraiment l'impression d'appartenir au lieu tout en étant étranger. Alors ça, c'est incroyable. Et c'est vrai que la force d'être seul, c'est le silence aussi. Il n'y a rien de pire, à mon sens, que d'être dans un lieu incroyable, de le savourer, d'être avec quelqu'un qui ne va pas être à la même fréquence et qui va faire un commentaire à la con, genre « Ouais, c'était quand même mieux quand... » Tais-toi. Et dans ces cas-là, il vaut mieux être seul. En revanche, d'être avec quelqu'un qui a la même sensibilité et qui va justement aussi apprécier ses silences, ça, c'est magnifique. De se dire, on n'a pas besoin de parler et on raisonne ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai tellement voyagé seul à un point où j'ai créé un compte qui s'appelle Dodo Superstar, où il y a Dodo dans la BD, où je prenais en photo mon doudou partout où je voyageais, parce que comme j'étais seule, du coup, à la Amélie Poulain, donc c'était bien cool, mais en même temps, il y a une tristesse quelque part. Il y a une jubilation, en fait, mais que tu gardes pour toi, de vivre un moment rare où tu dis, mais j'ai un privilège incroyable d'être ici. Et en même temps, c'est tellement bon aussi de pouvoir le partager. Donc c'est vrai que moi, je suis plus dans une démarche aujourd'hui de partager que de vivre les choses seules. D'ailleurs, là, si on devait être extrémiste, la parole, elle devrait uniquement être au service de la narration a posteriori et des souvenirs, et être complètement interdite au moment presque ou alors d'aller d'écrire. découvrir un truc. Tu vois, ou d'écrire. Parler quand tu découvres un pays, si c'est pas pour demander ton chemin, ça devrait être interdit. Tu vois. Non, mais dans l'optique d'être... Sinon, en fait, tu fais que te polluer, tu vas forcément dire une connerie. C'est utiliser la langue étrangère avec ta perception, et parfois, c'est prendre le risque d'être dans l'interprétation, d'être maladroit. D'ailleurs, dans l'épisode sur l'Ukraine, parce qu'on a fait un épisode précédent où Oussama venait de revenir d'Ukraine, il parle de cette notion de ton premier job quand tu viens dans un pays, c'est d'être mimétique et d'abord de vivre exactement comme un local. Et une fois que tu as vécu comme un local, c'est-à-dire tu bouffes ce qu'il y a à bouffer, tu t'étonnes de rien de ce qui étonne pas les autres, etc. Une fois que tu as maîtrisé à peu près ça, là, tu es un peu toi-même si tu sens que tu peux. Et surtout pas l'inverse. Et nous, évidemment, bons touristes occidentaux de base, la plupart des gens, ils arrivent avec leur histoire. Et la surprise permanente des gens est fatigante, je trouve. Ouais, ça doit être insupportable. Ah, vous mangez ça ça va, calme-toi, là. Mais d'ailleurs, dans tous les endroits où les gens viennent s'immerger, je pense notamment, tu vois, tu as parlé de la Thaïlande, où il y a plein d'autres pays, où, dans les arts martiaux, où on va passer des mois dans des camps, on n'est pas du tout un touriste. On vient s'immerger et on est complètement soumis au carcan qui nous accueille parce que c'est l'objectif du stage ou du truc. Les gens ne nous considèrent pas comme des touristes du tout. Et pourtant, on est des Français dans un autre pays. Mais dès qu'on va et qu'on est en exploration et en étonnement, oh, ils ont des trottoirs comme ça, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça dans un film, tu peux pas arrêter d'être étonné de tout et tout. Mais ouais. Mais en tout cas, ça donne envie de voyager, de parler de ça avec vous. Ça donne envie.
Ma femme, elle va utiliser ce podcast en disant il faut qu'on voyage. Ouais. Ouais, il faut pas que tu te mettes en Je retard. vérifie juste, Ouais, pardon. je regardais l'heure pour toi. C'est quoi la deadline? On est bon? On est bon. On est bon. Il est 11h22. Oh, très bien. Ouais. On a encore 10 minutes, si vous. Ouais, exactement. Bah, on Les peut peut-être voyages. peut-être finir sur tes prochaines étapes. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, un 5e Alors, livre. j'aimerais beaucoup vous dire la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine. Mais le livre autour de la performance avec Jérôme Palozzolo qui paraîtra en 2024 aux éditions Édile Jacob. Donc, ça sera un livre grand public. On va donner des conseils pratiques. Sinon, je commence un nouveau job, figurez-vous, parce que je me suis dit, après tout, entre le coaching, Il me reste 1 heure le lundi matin. l'écriture. En fait, je commence un job, un métier qui est tout récent dans le cinéma, qui est celui de coordinatrice d'intimité, qui a émergé grâce au mouvement MeToo, et qui consiste à veiller à ce que le consentement des comédiens, des comédiennes soit respecté lors des scènes de nudité, scènes érotiques. Hyper intéressant, parce que ça me renoue avec le cinéma, qui est... moi, j'aime énormément le cinéma en tant que spectatrice, et j'aime énormément... Alors, le milieu est un peu différent... Enfin, j'ai un rapport au milieu un peu différent, parce que c'est un système... qui est, en tant que comédienne, qui m'intéresse pas trop, mais par contre, d'y participer en tant que créatrice, scénariste et en tant que coordinatrice d'intimité, ça, c'est quelque chose qui me parle. Pour avoir travaillé, m'être entraînée avec des coordinateurs de cascade, du coup, je vois quand même pas mal de parallèles. Donc là, le principe, c'est d'être présente sur ce type de tournage. Et je commence là dans quelques jours. Je pense que 99% des gens entendent pour la première fois ce terme de coordinatrice d'intimité. Tu peux, en 3 mots, tu peux dire en quoi ça... Parce qu'on imagine bien la nécessité, mais en quoi ça consiste. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est le rapport au consentement. Faire en sorte que les comédiens et les comédiennes soient bien au courant de ce qu'ils vont tourner, dès lors qu'il y a des scènes où ils vont montrer de la nudité, ou des scènes où, à un moment donné, ils doivent s'embrasser, ou avoir des scènes de dimension. Je comprends pas. Parce que parfois, il y a des changements de scénar, ou parfois, ce qui est dit en une ligne va être développé autrement le jour du tournage. Tu vois, ça va être « Ah bah tiens, là, ça serait mieux que tu l'embrasses. Ah bah tiens, là, ça serait... » Tout n'est pas forcément prévu, donc il faut que les choses soient bien transparentes, que tout le monde soit d'accord. Et puis il y a la dimension aussi artistique, esthétique. S'il y a une scène d'amour, ça peut être intéressant d'intervenir aussi en tant que consultant pour que les mouvements soient fluides, pour qu'il y ait peut-être d'ailleurs une répétition. J'ai vu une interview dernièrement de Michael Douglas qui revenait sur Basic Instinct et qui disait, mais en fait, au moment où pour le spectateur ça paraît être quelque chose de spontané, il faut savoir qu'il y a eu une préparation. C'est comme une chorégraphie de combat. Il faut savoir où est-ce qu'on va, comment on se déplace. Et c'est un travail. C'est un travail. Et là, comme on parle quand même de l'aspect érotique, il est important que... Vous avez vu le film Love Actually ? Le consentement soit bien... Tu sais, quand ils se rencontrent en doubleur de scènes érotiques. Ah oui. Le Hobbit. Le Hobbit, comment il s'appelle Freeman, il s'appelle. Oui, ils font la conversation. Et donc voilà, je pourrais vous en dire plus par rapport à cette première expérience qui me plaît énormément et qui est en lien avec finalement toutes les expériences que j'ai eues dans le rapport au corps, le rapport à la sexualité et le coaching. Puis là, l'étape pour moi, c'est de continuer à faire ce métier que j'aime, où je me sens à ma place, où là, je n'ai vraiment pas l'impression de perdre mon temps. Là, tu parles du coaching. Comment les gens peuvent te booker en tant que coach ? Ils vont sur mon site celinetran.coach. Et il y a en fait il y a déjà un formulaire à remplir qui permet déjà de déposer sa demande, de l'exprimer, et puis à partir de là je consulte à mon cabinet à Annecy, je viens régulièrement à Paris, je consulte aussi à Genève, je fais aussi des visios. J'ai aussi des personnes que j'accompagne qui habitent aux États-Unis, dans des pays étrangers. On adapte. Oui, bien sûr. Et j'utilise beaucoup l'hypnose comme outil, mais certaines personnes sont allergiques à ce type de méthode, et c'est OK parce que de toute manière, le principe, c'est d'avancer et de faire en sorte que la personne ait ses propres déclics. Moi, l'hypnose, les pauvres, ils sont... Enfin,
Quand tu dis allergique, c'est pas nécessairement volontaire. Que non, ce sont des croyances, en fait. Oui, voilà, c'est que t'es pas réceptif, mais tu peux rien y faire. C'est pas ça, ce sont des peurs. C'est la peur de l'introspection. Une personne qui a été traumatisée, c'est normal qu'elle n'ait pas envie d'aller voir du côté d'événements qui sont douloureux. Donc, on est toujours dans le respect de l'intégrité de la personne, de son écologie personnelle, de ses valeurs. Mais il y a des personnes, effectivement, qui ont des croyances liées aussi à l'hypnose de spectacle, en se disant je vais perdre le contrôle, je vais être manipulée, je vais oublier ce qui s'est passé, je vais être ridicule. Ce sont des peurs légitimes. Et heureusement qu'elles sont là, ces peurs. T'en penses quoi de l'hypnose de spectacle, d'ailleurs que c'est une belle démonstration de comment on peut utiliser cet outil, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en séance, parce que dans la séance, il y a un cadre éthique, et on n'est surtout pas là pour utiliser l'autre. Surtout pas. Donc la posture est importante. Mais oui, c'est impressionnant. Moi, ça m'intéresse pas parce que j'aime pas les mises en scène où les gens peuvent se retrouver dans des situations qui leur échappent. Le principe de rire des autres ne me plaît pas. Ils sont qu'un objet dans ces trucs-là. Moi, j'aime rire avec, mais pas rire de... J'ai toujours été très gêné par l'hypnose de spectacle. Les mecs, c'était un spectacle, ça m'a horrifié. Ils ont fait croire à une meuf qu'elle était en train de décoller dans une fusée et qu'il y avait un accident. Ah non, c'est pas drôle. Et non, mais moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Tout le monde rigolait et j'étais choqué. Je me disais, mais ils sont fous, les gens. Non, c'est une torture de faire ça. Ouais, c'est une torture. Ouais. Non, on n'est pas... Mais il va très loin, là, le célèbre hypnotiseur, là. Mesmer. Ouais. Non, j'ai pas vu son spectacle. En tout cas, c'est... Il a fait faire la poule à une fille. Enfin, tu vois, des trucs... Ouais. Après, c'est des métiers où les mecs ont besoin d'être spectaculaires dans tous les sens, parfois les plus horribles du terme, parce que sinon ils vendent pas, tu vois. Si tu oui, fais juste mais je pense que tu peux être spectaculaire dans la magie, parce qu'il y a vraiment une dimension magique dans l'hypnose, pas au sens superstition, mais au sens beauté. Les contes de fées sont des récits hypnotiques. Le cinéma est un principe hypnotique. On s'identifie à un personnage et le temps d'un film, on va vivre des émotions. Tout en sachant que ça reste une fiction, que c'est pas vraiment nous. Mais on va pouvoir vivre quelque chose en se disant ça me donne l'autorisation de vivre ça, de frémir, de rire, de pleurer. Et l'hypnose, c'est ça. C'est ce principe d'être associé à ces émotions, mais dans le principe d'une séance, entre guillemets, thérapeutique, je mets des guillemets parce que c'est pas médical, il y a un objectif. Et l'objectif qui va être bénéfique pour la personne. Donc à partir de là, ça peut être quelque chose de très beau. Et les personnes, ça arrive, c'est rare, mais moi, il y a certaines personnes qui me disent « je suis pas sûre d'être réceptif » ou « je suis un peu inquiet ». Ok, on va faire une séance fun. On va faire une séance où vous allez revivre un super kiff, un moment de flow. Ou peut-être un moment un souvenir où il y a eu vraiment que des super sensations. Et la séance ne peut être que basée là-dessus. Et ça, tu peux le faire en hypnose. Mais ouais. Et en fait, mais rien que ça... Moi, j'ai pas dû rencontrer les bonnes... Mais rien que ça, en fait, ça peut être en soi... ça redonne de la confiance. Moi qui, par exemple, quand on parle du sujet de la sexualité, quelqu'un qui n'a plus de plaisir depuis longtemps, qui ne sait plus ce que c'est de revivre les moments de première fois avec son conjoint, en sachant que dans la séance, la personne n'est jamais obligée de tout exprimer, parce qu'il y a cette peur aussi de livrer quelque chose d'intime, mais une séance peut se faire en silence. Elle peut vivre les choses pour elle, parce qu'on respecte ça. Et ben juste de revivre ça, de se dire en fait, je suis capable de me reconnecter à ça, de revivre des moments de jeunesse. Ça fait ça. Waouh, j'avais oublié à quel point c'était bon de revivre ça. Et ben ça ouvre déjà des portes. Et ça vient abaisser certaines barrières, certaines croyances, justement, qui étaient liées par le conditionnement. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vécu ça. Ça sera plus possible. Et ben si, en fait, on peut le revivre. Tu revis quoi comme heure ? Si je te donne genre... Alors j'ai bien compris, hein, c'est pas t'appuies sur un bouton et tu trouves... Non, bien sûr. Ça touche un peu à l'épisode qu'on avait fait sur les rêves lucides. On appelle ça des ancrages. On réactive des ancrages. On est bourré d'ancrages négatifs. Et d'ancrages quand j'entends cette chanson, quand je vois cet endroit, quand je vois cette personne, quand je repense à ça, ça me plombe. Ouais, mais à l'inverse, vous avez forcément des petites choses qui vous réactivent, Quand je sens ce parfum,
quand je vais dans ce restaurant, que je mange ce plat-là, c'est l'effet de la Madeleine de Proust et c'est toute la magie de Ratatouille. Le pouvoir de la ratatouille qui, à un moment donné, permet à cet homme aigri et fermé de retomber en enfance et de la revivre. De reset, ouais. C'est le principe de l'hypnose. Ouais, c'est vrai. Et donc... Toi, tu en vivrais quoi? Moi, je pense que je revivrais ça va faire vraiment... je pense que je revivrais le jour où ma femme a cédé. Parce que ma femme, je lui ai couru après pendant 1 an et demi, avant de vivre 10 ans de bonheur avec elle. Parce que j'ai fait une perf ce jour-là. Genre, vraiment, j'ai été dans l'abnégation la plus totale. Et c'était un truc en mode... J'arrête, je sais pas. C'est un signe. Tu l'as bien regardé tomber, Je pensais que c'était toi qui me On a tous l'éloignais. vu la scène en slow motion. Tout va bien, t'inquiète, je vais le remettre. Mais, oui, c'est pour ça. Mais incroyable, une cascade de son, j'avais jamais fait ça. Là, je pensais que c'est toi qui me le tournais pour pas que je sois trop près. Mais pas du tout. Et moi, je te regardais me dire, mais il est lent en réflexe. Non, mais ouais, donc c'était Nous, c'est pareil en même temps, on l'a pas aidé non plus. Non, c'est vrai que je me suis senti pas On a tous assisté. été En même sidérés. temps, je me suis dit. C'est comme les gens qui voient quelqu'un chuter très fortement à côté d'eux, qui font comme ça. Et qui regardent. C'est incroyable. Mais bref, pour finir, c'était un moment dans ma vie où c'était une preuve de rien lâcher. Là, c'était vraiment tout était me donner perdant et rien lâcher. Il y a que, tu vois, c'est la fameuse différence entre celui qui gagne et celui qui perd, c'est celui qui gagne n'a pas abandonné, etc. Et là, c'était le jour du feu d'artifice en mode c'est bon, j'ai gagné mon droit d'entrer dans sa vie pleinement. Et maintenant, moi, je savais que j'allais faire un bon job, mais il y avait que moi qui savais, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ou des trucs de jeunesse un peu fous, tu vois. J'ai eu des moments où jeune, je rappais, tu vois, je rappais avec des potes à moi. C'était dans un quartier où tout le monde rappait. Et on a fait des scènes où c'était incroyable. On était à 10 sur scène devant, on était à peine 100, tu vois, mais des moments comme ça de folie. Et en hypnose, tu peux explorer ta propre mémoire pour te souvenir de moments dont tu te souviens plus. Alors, il faut s'en méfier aussi. Ouais. Il faut s'en méfier parce qu'il y a aussi des faux souvenirs. La synthèse. Les souvenirs sont eux-mêmes des constructions qui sont très, comment dire, influencés par des... J'arrive pas à comprendre pourquoi. Quelle période? À 8-13 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir existé. Ouais. Alors c'est... Donc ça veut dire aussi que tu as des souvenirs d'avant. Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs d'avant. Ouais. Donc en hypnose, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est te ramener justement à tes 7 ans, par exemple, à les questionner, mais on va pas forcer en revanche. Il peut y avoir eu pour certaines personnes, ça peut être un événement qui les a traumatisés, qui fait que la mémoire, c'est OK, on va ranger ça parce que c'est mieux pour toi, tu avanceras mieux sans ça. Ça peut être physique, ça peut être un choc, ça peut être tout simplement parce qu'émotionnellement, il y a eu des choses qui ont été moins marquantes. À voir. En tout cas, on manie ça avec précaution, il n'y a pas de promesse. Mais on peut explorer, on peut explorer c'est un moment de ma vie où je ressens un immense ennui. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis ennuyé. Et chaque fois que je pense à cette période, j'ai pas de souvenir précis, je sais juste que je me faisais chier. Profondément. Ouais, ça peut être tout simplement la raison, en l'occurrence. Te connaissant, ça m'apparaît logique, en fait, de dire le mec, il a pas de souvenir parce qu'il se faisait chier, oui, en même temps, c'est OK. Ça peut être exploré, et puis après, la question, c'est est-ce que ça te gêne aujourd'hui de ne pas te souvenir ? Non, mais des fois, ça m'interroge. Parce que ça attire ton attention. Parce que j'ai une mémoire assez dingue. T'as pu le voir hier au dîner où j'essayais de... Oui. Avec Sandrine. De créer des... des fois, Sandrine, elle me tue, je te jure. On a vécu des trucs de ouf ensemble. Ah bon? Et tu sais, j'essaie de trouver des triggers, tu sais, parce que comme elle est toujours intéressée par des tout petits détails, des ancrages, tu sais, c'est quelqu'un qui des fois est obsédé par un tout petit détail. Alors j'étais là à essayer de chercher des détails, mais tu sais, le pic à glace. Ah oui, ouais. Tu penses qu'un jour on arrivera à faire venir Sandrine entre nous ou pas? Ah bah bon courage, ouais. Peut-être sous hypnose. Ouais, ça n'existe pas Ça n'existe pas un podcast où tu te fais hypnotiser? Alors, moi, je compte lancer mon podcast où je vais proposer des expériences, mais vraiment des expériences légères. Pourquoi ? Parce que c'est important de poser un cadre. Ouais. Imaginons que la personne, elle parte dans son trip. Et qu'à un moment donné, tu sauves tout. Oui, mais à un moment donné, elle a un problème technique. Par exemple, je ne sais pas, coupure d'électricité, ou elle a plus accès, elle est en train d'écouter le podcast. Et puis d'un seul coup, le truc s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle parle pas de mettre en expérience légère
quelqu'un dans le podcast, elle parle de la personne qui écoute le podcast. Je parle des auditeurs. Ah oui, j'avais pas du tout compris comme ça. Non, moi j'ai envie de proposer des expériences hypnotiques. Je l'ai déjà fait quand je streamais sur Twitch. C'est possible de proposer des expériences. Par contre, on va pas partir dans un truc Et t'as pensé à interviewer des gens? Lui, il voulait dire, faire venir quelqu'un. Oui, ça, bien sûr, c'est possible. De documentation, quoi. Enfin, de montrer... Ouais, c'est possible. Moi, je serais chaud de faire hypnotiser. Ah ouais, en cool. podcast. Ok. Et après, au montage, on voit ce que... Bien sûr. Je sais pas ce que ça peut donner. Peut-être je dirais des dingueries. Mais tu sais, en fait, c'est juste un jeu. Oui, justement. C'est juste un jeu de voir comment on peut s'étonner de sentir que certaines choses d'un seul coup. Et t'as déjà eu très peur dans l'inconscient de quelqu'un en disant oh putain. Ouais, ça m'est arrivé d'être face à des épisodes. Alors, ça peut être des manifestations physiques. Je me souviens que j'ai eu une de mes premières séances. La personne que j'accompagnais, je lui avais laissé le choix d'être assis ou allongé, parce qu'il y avait une table de massage. Il voulait être allongé. Il a commencé à avoir des convulsions qui étaient en lien avec ce qu'il ressentait, avec ses émotions. Ça avait du sens, mais c'était très spectaculaire. Et moi qui regarde beaucoup de films d'horreur... Tu t'es dit, lui, il va se réveiller, il va me mordre. Ok, là, ça sent quand même un peu l'exorcisme. Putain, et vraiment, il y a un moment donné, je dis... Putain, mais c'est flippant, je devrais peut-être me barrer. Et après, quand même, ma conscience professionnelle... Et puis quand je suis arrivé dans la rue, j'ai fait... Non, tu vas rester, tu vas l'accompagner. Ok, on t'a pas appris ça à l'école, tout va bien. Et c'est ok. Et on bosse avec ce qu'on a. Et oui, parce que les émotions ressurgissent. Donc, parfois, il y a de la colère, parfois, il y a des pleurs. Il y a des choses qui sont dites qui peuvent être très violentes. À partir du moment où on a accès à la psyché des gens, on a accès à des choses qui sont dures. Et c'est vrai que ça affecte. Et parfois, ça peut être drôle. Et voilà, moi, j'ai déjà eu aussi... je m'y attendais pas du tout, parce que c'était pas le sujet de la séance, mais un homme qui a aussi vécu un orgasme dans le cadre de la séance d'hypnose. Non, mais il faudrait pas le dire au podcast, parce que c'était un orgasme... Demain, ton truc de raisin, il va faire comme ça. Et c'était pas le but, c'était juste de terminer. J'aime bien, moi, terminer mes séances quand j'ai le temps avec un cadeau. C'est bon, allez, on a fini la séance, on a fini le boulot, on va terminer la séance avec quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Ah bah lui, là. C'est un génie du copywriting. Si demain, t'as pas 2000... Je précise un moment de lâcher prise, de légèreté. J'étais pas du tout orientée dans bien sûr. Mais c'était un moment de lâcher prise. Bon, il se trouve que, vous allez vous rediriger spontanément vers un souvenir où vous êtes vraiment senti bien, voilà, la légèreté, c'était sa demande. Et il s'est retrouvé dans un moment très intime. Dans ces cas-là, je fais savoir, je rappelle que la personne peut aussi vivre son expérience en silence et c'est ok. Mais il avait vraiment envie de partager ça et donc du coup, on se fait des images. Du coup, ouais. Et c'était embarrassant parce que j'étais forcément, moi, ça m'a mise face à ma pudeur. Est-ce que je suis vraiment censée assister à ça? Mais c'était, il y avait rien de physique. Hein. Et puis finalement, à la fin de la séance, il m'a remercié en disant merci de m'avoir autorisé à vivre ça parce que oui, en fait, c'était au-delà. C'était pas la notion, c'était pas l'aspect sexuel, c'était même pas l'aspect de plaisir. C'était beaucoup plus. Je me suis autorisée à m'offrir ce moment pour moi. Et quand on parle de sexualité, c'est vrai que ça peut faire ricaner, ça peut faire rougir. Mais on parle de choses qui sont liées à ça, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, l'autorisation, les peurs, les conditionnements, l'identité. De toute façon, c'est même... la performance, le rapport à la performance. On finira sur cette note-là, mais l'absence de bien-être sexuel dans une société, c'est pourvoyeur de drames. Hein. On a vu que cette frustration pouvait créer des drames. Hein. Exactement, ouais. Si on était tous épanouis sexuellement, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de violence dans notre société, beaucoup moins de... Mais c'est loin d'être simple. La sexualité est naturelle
Bah, c'est un sujet dans la société, mais une sexualité ça en paraît, saine et épanouie, c'est Ouais. encore autre chose. Bah, ça demande un travail dont personne ne parle. Donc, Oui. Donc, Et c'est bien le problème, parce Mm. que moi, on me sollicite sur des projets, d'émissions télé, radio. À chaque fois, il y a des choses qui sont lancées, parce que c'est un sujet crucial. Mais à chaque fois, c'est « Ah non, on peut pas quand même, on peut pas parler de sexualité, on peut pas, parce que c'est honteux, parce que ça serait incité à... » parce que c'est dommage. C'est dommage, parce que là, on parle de santé, en fait. Mm. On parle de consentement. On n'a pas de parler du consentement, mais commençons déjà par comment on se sent dans notre corps, dans notre rapport au toucher, dans le fait d'être regardé. La parole, c'est bien, hein, ça libère, mais ça suffit pas. Faut être aussi dans le corre. C'est clair. On va pas te mettre en retard. En tout cas, Non. c'était un plaisir de t'avoir. Mais merci à C'était vous. génial de On se, t'avoir. on se reverra pour que tu nous C'était hypnotises. vraiment un plaisir. Ouais, on va... Moi, j'ai hâte de voir Basile hypnotisé. Ouais, moi Allez. aussi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. bientôt.